Van était un employé de bureau ennuyeux à mourir, qui vivait dans son bureau et ne rentrait chez lui que pour dormir. Cependant, un jour, il se réveille dans la peau d'un petit garçon de 2 ans et se demande où il est. Il ne comprend pas pourquoi. Ses mains sont si petites et il court dans la pièce pour se repérer. Il se dirige droit vers la fenêtre et reste fasciné par le château médiéval. Il aperçoit la ville au loin lorsque soudain sa femme de ménage, accourt, croyant que Van va faire du parachutisme sans surveillance. Elle l'aide à descendre en parachute et lui dit qu'il est dangereux de rester à la fenêtre. Van lui répond. Il était tout simplement hypnotisé par le paysage et ne pouvait s'empêcher de regarder. Il ne comprend pas. Comment Van? Il parle un anglais impeccable à 2 ans alors qu'il devrait passer son temps à regarder Skibidi Toilette et à se perdre dans les méandres de Fortnite. Soudain, Van se souvient vaguement d'avoir vécu ici. Il décide de faire un bref récapitulatif et dit à-t-il que il s'appelle Van Nefercio et son père est Marc Jalpa. Il se souvient également des noms de ses 3 frères. Aîné jusqu'à. Il pense qu'il s'agit du second Newton. Bientôt, c'est l'heure du petit déjeuner et 3 servantes entourent Van pour le nourrir. Parce qu'il est vraiment trop mignon. Van aime l'attention qu'il reçoit car même s'il a le corps d'un enfant de 2 ans. En réalité, c'est un pervers d'âge mûr. Soudain, le père de Van, Jalpa, demande à ses fils ce qu'ils ont prévu pour la journée. Et il lui parle des matières qu'ils vont étudier aujourd'hui. Ensuite, Jalpa se tourne vers Van et on lui demande ce qu'il va faire. Van répond sérieusement qu'il ne sait rien, alors il va commencer par les bases. Et apprendre à propos de la culture et de l'histoire de leur pays. Ses frères sont abasourdis de l'entendre parler ainsi. Mais Jalpa. Il se met à rire en réalisant qu'il avait sous-estimé son plus jeune fils. Il pense que Van aura autant de talent que lui pour la magie du feu. Et sa défunte épouse, et dit avoir de grands espoirs pour lui. Van sait déjà qu'il existe différentes formes de magie. Les attributs de ce monde. Mais les nobles préfèrent les 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, le vent et la terre. Parce qu'ils possèdent une grande puissance offensive. Tous les autres types d'attributs magiques sont considérés comme une honte. Et tous les Van. Les frères possèdent chacun l'un des 4 éléments. Plus tard dans la journée, Van découvre l'existence de leur pays grâce à Till, et il est ravi. Pour savoir combien d'espèces intelligentes peuplent leur monde. Till lui explique qu'il compte les elfes habituels, des nains et d'autres. Mais les autres servantes lui disent qu'un enfant ne comprendra pas tout cela. Van dit à Till de ne pas. Il s'adresse à ces ignorants et commence à lui poser des questions sur les outils magiques. Elle lui parle des cristaux et des roches magiques capables d'emmagasiner de la magie et de servir à fabriquer des outils magiques. Pendant ce temps, Van apprend les bases. Le vieux majordome Esparta place une pile de livres devant lui, disant qu'il est nécessaire de voir combien il le sait déjà avant même de commencer ses études. Van est un peu intimidé par sa moustache à l'air menaçant et dit à Sparta qu'il ne peut pas. Il ne sait pas encore bien lire, mais il a quelques notions de mathématiques. Le majordome commence par les bases et lui demande combien font 3 plus 5. Et lorsque Van répond à la question sans compter sur ses doigts, le majordome est tellement impressionné qu'il décide pour lui enseigner personnellement. Van sait immédiatement que ça va être un enfer et il a raison, car Esparta le force à étudier du crépuscule à l'aube. Mais grâce à cela, Van apprend à lire et à écrire en seulement quelques semaines. Après cela, il continue à étudier avec assiduité, et lorsqu'il aura 4 ans, il sera temps pour ses leçons d'escrime de commencer. Son premier partenaire d'entraînement est qui esquive avec une agilité incroyable, comme si elle était allergique à l'épée en bois de Van. Il tombe à genoux. Après avoir échoué à la toucher une seule fois, Till le taquine en lui disant qu'elle a gagné contre lui. Van la poursuit en boudant. Mais alors les autres servantes jalouses immobilisent Till parce qu'elle insulte un noble. Ils disent à Van de la punir pour. Il se montre impoli, mais leur dit que ce n'est rien. Cependant, les domestiques sont réticentes et insistent pour que Van
Il la punit jusqu'à ce qu'elle soit punie. Alors, il lui donne une pichenette sur le front et annonce à tout le monde que justice est faite. Pendant un an, Van. Il se concentre sur l'entraînement à l'épée et, dès l'âge de 5 ans, il peut battre des élèves plus âgés car ce ne sont que des enfants avec des compétences simples. Il connaît ses schémas d'attaque et c'est un adulte responsable, doté d'un cerveau développé. Les autres élèves sont impressionnés par le fait que Van soit un génie, même au combat, et ils sont encore plus impressionnés lorsqu'ils le voient les traiter avec gentillesse, même si ils sont issus d'un milieu social inférieur. Après cela, Van fait une pause lorsque le commandant adjoint des chevaliers. Il arrive sur place pour examiner ses mains. Il constate que les mains de Van sont vraiment lisses et sans callosité, ce qui est surprenant. Il se demande comment il a pu devenir aussi bon sans s'entraîner suffisamment. Van lui répond qu'il est trop occupé par ses études pour s'entraîner régulièrement. Et révèle nonchalamment qu'Esparta avait reçu l'ordre de la direction de tripler la difficulté des leçons de Van. C'est un choc pour Van, mais il comprend maintenant pourquoi ces leçons étaient si longues et si difficiles. Lui demande s'il est intéressé par l'apprentissage du maniement de l'épée, il suppliera le directeur de réduire le nombre de ses leçons afin de pouvoir s'entraîner pour devenir le plus grand escrimeur de leur pays. Van lui dit qu'il veut se concentrer à la fois sur ses leçons et constate que Van maîtrise l'épée et décide de l'entraîner personnellement pour obtenir les meilleurs résultats. Il assure à Van qu'il sera indulgent avec lui. Parce qu'il n'est qu'un enfant. Mais c'était un mensonge plus gros que tout ce qu'un homme politique a pu dire. Les leçons de sont diaboliquement difficiles. Mais malgré tout, Van apprécie sa vie après sa réincarnation. Une autre année s'écoule. Et maintenant, ce Van de 6 ans est considéré comme un génie dans toute sa région. Cependant, il finit par s'épuiser car sa vie tourne autour des livres et des épées. Un jour, il confie à Till qu'il veut sortir. Peu après, elle l'emmène au marché, accompagné de 2 chevaliers, et Van sont ravis de découvrir différents types de magasins. Il est curieux de connaître le grand marché. Le bâtiment derrière lui, Till lui explique qu'il s'agit de la chambre de commerce de Marie, une immense entreprise possédant plusieurs succursales partout dans le pays. Van comprend que c'est le Walmart de ce monde lorsqu'il aperçoit soudain un homme traînant un garçon à l'air vraiment sale et amoché. L'homme dit à Van de détourner le regard car ce n'est pas un spectacle. Ces chevaliers. Préparez-vous à décapiter cet imbécile pour avoir insulté un noble. Van les arrête et interroge l'homme. Pourquoi traînait-il ce garçon avec lui? Il répond avec arrogance qu'il va vendre son fils comme esclave et que personne ne s'en mêle. Il va l'arrêter. C'est la nouvelle la plus choquante pour Van. Mais il lui dit que les pauvres dans ce monde souvent ils vendent leurs enfants comme esclaves pour gagner un peu d'argent. Van est horrifié. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, la maman bronzée arrive et elle est ravie de voir le plus jeune fils de la star. Till l'affirme fièrement et le montre. Il montre le blason de sa famille à la mère bronzée qui se présente comme Rosalie, de la chambre de commerce de Marie. Elle demande aussitôt à Rosalie combien coûterait le garçon aux cheveux bleus, et elle lui jette un rapide coup d'œil puis il demande à son père s'il possède des pouvoirs magiques. Celui-ci répond qu'il a le pouvoir de voler des objets. Et Rosalie dit que le garçon ne peut être vendu que pour 3 grandes pièces d'argent. Furieux, le vieux salaud se met à frapper son fils. Il est tellement inutile que son prix de vente est inférieur à l'abonnement mensuel de Sophie Règne. Rosalie lui dit d'être. Il est plus gentil avec son fils, mais il décide de l'emmener dans un autre magasin pour obtenir un meilleur prix. Soudain, Van propose on propose d'acheter le garçon pour 5 grandes pièces d'argent, et le salaud accepte à contre-cœur. Van libère le garçon et l'aide. Il se lève et lui demande son nom. Le garçon se présente calmement, prend la main de Van et se lève. Van lui répond qu'il est libre d'aller où il veut maintenant, jusqu'à ce qu'on lui demande pourquoi il laisse le garçon s'échapper alors qu'il vient de l'acheter. Van lui répond qu'il voulait simplement l'aider.
Il apprend ensuite que comme n'a nulle part où aller, décide de l'emmener à le manoir. Les chevaliers expliquent à Van qu'il ne peut pas emmener un garçon d'origine inconnue au manoir, comme d'habitude, et qu'il doit le prendre comme esclave. Van, un homme moderne qui abhorre l'esclavage, est blessé par cette phrase. Mais comme est d'accord. Sur ce, il décide de suivre l'idée. Rosalie l'interrompt et dit qu'il doit finaliser le contrat de l'esclave. Elle conclut un contrat auparavant et demande aux deux garçons de lui tenir la main. Elle utilise ensuite un sort pour sceller le contrat. Calme se fait tatouer le dos de la main pour montrer qu'il est désormais au service de Van. Sur ce, Van emmène comme au manoir. Et il devient rapidement un serviteur talentueux et loyal. Un jour, K vient dire à Van que Dé le cherche et Van donne. Il lui donne un biscuit pour qu'il mente et dise qu'il n'est pas là. Comme accepte le pot de vin et affirme ensuite que Dé sait déjà qu'il est là, mais Van. Il lui dit d'inventer une histoire s'il le faut. Il remarque alors que Comme ne porte pas les gants qu'il lui a achetés. Il déclare vouloir exhiber son tatouage au monde entier car c'est la preuve qu'il sert Van. Cependant, lorsque Van dit qu'il voulait vraiment qu'il porte les gants, K change immédiatement d'avis. À ce moment-là, Dé frappe à la porte. K sort et lui dit que Van n'est pas là. Dé dit qu'un domestique vient de le voir entrer, mais K dit que ce type doit être sous l'emprise de champignons hallucinogènes en plein jour. Dé en doute. Car il voit les miettes de biscuits autour de K. Il s'essuie rapidement la bouche, mais il dit qu'il doit aussi prendre des champignons hallucinogènes pour imaginer des choses. Dé est impressionné par l'audace du jeune esclave qui lui tient tête pour protéger son maître. Il décide donc de le former à la place de Van. Deux autres. Les années passent et Van a 8 ans, ce qui signifie qu'il est temps pour sa cérémonie d'évaluation. Tout le monde a de grands espoirs pour lui et il souhaite qu'il devienne leur seigneur car il est non seulement un génie, mais aussi d'une grande bonté envers tous. Son père l'est également. Certain que Van maîtriserait la magie élémentaire comme lui. Mais tous ses espoirs sont remplacés par du dégoût et de la déception lorsqu'il Jalma apprend que Van a un don pour la magie de production. Elle affirme que la magie de production est considérée comme la pire forme de magie. Noble car cela permet aux gens de créer des épées et autres objets à partir de matières premières et d'imagination. Cependant, cela peut se faire même sans magie, et personne n'a besoin d'un noble qui n'est qu'un forgeron glorifié. Jalma dit que lui et sa défunte épouse étaient tous deux de puissants mages de feu, et il ne peut accepter que leur fils possède la magie la plus faible. Il dégaine son épée et dit qu'il aurait dû la dégainer ce soir-là, mais qu'il va corriger son erreur. Van est paralysé par la peur et ne sait pas quoi faire. Mais avant que son père ne puisse le frapper, son frère aîné Murka intervient pour le défendre et suggère qu'il possède un village isolé sur leur territoire qui n'est pas encore connu. Développé et il devrait laisser Van le développer. Jalma lui demande de préciser et Murka dit que le village sans nom. Ce village ne compte que 100 habitants et ils n'ont rien pour eux. De puissants monstres rôdent dans les montagnes. Au nord, un autre domaine noble se trouve juste à côté. De plus, le royaume rival, Yelaneta, est tout près. Au-delà du village, il n'y organise que quelques exercices d'entraînement militaire. Jalma approuve également ce plan car le village sans nom est un territoire récemment acquis et ses habitants ne sont pas encore vraiment loyaux envers leur famille, ce qui envoyer un membre de sa famille là-bas est donc une excellente décision. Il félicite Murka d'avoir su tirer profit de la honte de leur. La famille est absente et Murka dit à Van de partir pour le village dès que possible. Une fois tout le monde parti, Murka s'excuse auprès de Van pour. Il proposait de l'envoyer dans un endroit si terrible, mais il ne voulait pas qu'il meure de la main de leur père. Van le remercie pour lui sauvant la vie, et MCA promet de l'aider autant que possible à vivre confortablement au village. Bientôt, Van commence à faire ses valises et il est furieux contre le chapiteau qu'il a envoyé dans un endroit aussi éloigné, mais il lui dit qu'il a hâte d'y être car il aura beaucoup de temps libre pendant le chargement de ses bagages. Van repense aux calèches
Son père ne lui permettait pas d'emmener de nuit avec lui et la MCA a dû engager des aventuriers pour les garder. Lui. De plus, il n'était autorisé à emporter que du calme avec lui au début, mais grâce à l'intervention de son frère, Till l'accompagne désormais lui aussi. Soudain, Dee arrive et annonce à Van qu'il vient avec lui pour terminer l'entraînement. Van refuse catégoriquement et affirme que son père a interdit au chevalier de l'accompagner. Il répond qu'il n'a reçu aucune nouvelle à ce sujet et il amène même 2 de ses chevaliers avec lui. Ce n'est pas tout. Esparta arrive également et annonce à Van qu'il a pris une retraite anticipée de cette demeure et qu'il viendra avec lui. Avec lui pour continuer à lui enseigner. Une fois la calèche en marche, Van est un peu déçu de ne même pas pouvoir l'utiliser. L'emblème familial est brandi car son père veut l'éloigner secrètement. Cependant, toute la ville est rassemblée pour dites-lui adieu car les chevaliers portent d'immenses bannières annonçant le départ de Van. Van panique en voyant cela et il leur demande ce qu'ils font et les chevaliers lui répondent qu'ils ne font qu'obéir aux ordres de Dee et qu'ils ne peuvent pas abattre le. Des banderoles seront déployées jusqu'à ce qu'ils le disent, mais il dort pour l'instant. Sur ce, toute la ville fait ses adieux à Van, et il promet pour leur revenir un jour. Plus tard, Van prend une petite brindille dans sa main et utilise sa magie de production pour la transformer en une épée, dont la fabrication nécessiterait une sorte de réaction nucléaire pour transformer le bois en métal. Mais qu'est-ce que j'en sais? Calme-t-il. Ils sont impressionnés, et Van explique qu'il veut simplement voir s'il existe un bon moyen d'utiliser sa magie. Celle qu'on dit être inutile. Till lui dit alors qu'ils sont près du village, et Van est impatient de le voir. Il dit à comme que si la vie au village ne lui plaît pas, il peut toujours retourner au manoir. Il est prêt à annuler son contrat d'esclavage. Et assure comme qu'il peut servir Murka, qui le traitera bien. Comme refuse immédiatement, disant qu'il a. Il a déjà juré fidélité à Van et restera à ses côtés jusqu'à la fin. Van est un peu surpris, car cela semble comme une demande en mariage, chose qu'il n'avait jamais reçue dans sa vie antérieure. Soudain, la calèche tangue et s'arrête. Van ouvre la fenêtre pour voir ce qui se passe. Un chevalier l'avertit qu'un danger les guette car le village est attaqué par des bandits. Van convoque immédiatement une réunion et Dee lui explique que les bandits sont habitués à. Ils se battent. Les villageois n'auront donc aucune chance face à eux. Ils sont une cinquantaine et, malgré l'épée mûre de bois, ils peuvent les atteindre. Dee empêche les bandits d'avancer. Ils utilisent des flèches pour attaquer les villageois plus loin. Dee dit à Van que ils devraient combattre les bandits car ils peuvent les chasser si tout le monde s'unit. Mais le chef des aventuriers, Orto, refuse de le faire. Il affirme que sa mission est uniquement de protéger Van jusqu'à son arrivée au village et qu'il ne laissera pas ces hommes se précipiter dans une bataille où ils sont désavantagés. Dee soutient que les villageois sont les premiers citoyens qui seront placés sous l'autorité de Van et ils devront se battre pour les défendre. Orto lui dit que ses idéaux sont dignes d'un. Il est comme un chevalier, mais lui et ses hommes sont des aventuriers. La logique chevaleresque ne s'applique donc pas à eux. Dee n'a aucun moyen de réfuter cela. Il demande donc à Orto de protéger Van pendant que lui et les chevaliers repoussent les bandits. Il sait qu'il risque d'y perdre la vie. Il leur demande de prendre Van et de retourner en ville si nécessaire. Cependant, Esparta s'y oppose. Plan manifestement stupide. Il raconte à tout le monde qu'il a peut-être l'air d'un serviteur ordinaire, mais qu'il est en réalité un élémentaire. Un mage et il les aidera à gagner la bataille. Personne n'y croit, mais Esparta affirme qu'il créera un mur et les aventuriers devront lancer des attaques à distance depuis derrière. Cela distraira les bandits aidés. Et les chevaliers les prendront en tenaille. Esparta pense qu'une fois les bandits attaqués de toutes parts, ils vont fuir. Van lui demande s'il compte rester et se battre, et le vieux majordome confirme, disant qu'il doit. Il continue d'attaquer pour que les bandits se concentrent sur lui. Van dit que c'est dangereux et qu'il risque de mourir. Mais Esparta veut y aller. Il meurt dans un éclat de gloire.
Van lui dit qu'il ne peut pas mourir dans un endroit pareil après avoir fidèlement servi sa famille pendant si longtemps. Des décennies, et il ne veut pas non plus que les chevaliers meurent. Il sait que s'il perd une Spartédée maintenant, il échouera. Il développe le village par lui-même, et son père le fera sûrement exécuter pour ses échecs. C'est pourquoi Van pense à un. Il propose une autre solution et annonce qu'il servira d'appât. Tout le monde est stupéfait, jusqu'à ce qu'il refuse catégoriquement. Pour laisser faire ça. Elle dit qu'elle servira d'appât et que Calme est prête à prendre sa place. Van répond. Il ne veut voir mourir personne de son entourage. C'est pourquoi il servira d'appât. Il prévoit de monter dans la calèche et attaquer les bandits de front, donnant ainsi aux autres la possibilité de les attaquer par les flancs. Dé pense que c'est trop risqué, mais Van lui rappelle qu'il a été formé par lui, et qu'il ne mourra donc pas si facilement. Et même s'il venait à mourir, il n'y aurait pas de fin plus belle. Pour un noble, il vaut mieux mourir pour son peuple. Il dégaine son épée et ordonne à Dé de laisser son corps sur place. Au cas où il périrait. Car il ne veut pas que le nom de sa famille soit terni par sa mort. Les paroles de Van touchent Ortho, qui se souvient de comment il était. Il n'était pas ravi d'accepter le poste de garde du corps d'un fils noble car il les considérait tous comme arrogants. Cependant, quand Van est venu le saluer et l'a même complimenté sur son look cool et badass, son opinion a un peu changé. Maintenant qu'il voyant Van risquer sa vie pour son peuple, il décide de ne pas se dégonfler et annonce qu'il se battra avec lui. Van lui dit que cela dépasse ses compétences, mais Ortho rétorque qu'il ne peut pas être cool et badass s'il laisse faire. Le garçon risque sa vie en sa présence. Ses amis sont d'accord avec lui, et Dé intervient à son tour, déclarant qu'il ne peut pas laisser faire. Son seigneur risque sa vie de son vivant. Esparta est d'accord avec lui, disant qu'il devra instruire Van à partir de là. Il commence par se demander s'il pense que risquer sa vie est une bonne stratégie. Il élabore immédiatement un nouveau plan et crée un mur de terre en quelques secondes avant d'ordonner aux chevaliers et aux aventuriers de prendre les bandits à revers. Ortho et son. Les amis costauds se précipitent d'un côté tandis que Dé et ses hommes se précipitent de l'autre. Pendant ce temps, les autres aventuriers commencent. Ils tiraient des flèches derrière le mur, abattaient quelques bandits et distrayaient les autres. Leur chef. Il leur ordonne de cibler d'abord les personnes derrière le mur. Mais Dé arrive en trombe à ce moment-là et en élimine un bon nombre. Une fois, Ortho, les aventuriers et les chevaliers se joignent également à l'action. Et comme si cela ne suffisait pas à rendre les bandits. Dé laisse des taches sur leurs sous-vêtements, et commence à dégager une aura menaçante qui les fait fuir. Le chef des bandits. Il comprend qu'ils ne peuvent pas gagner ainsi. Alors, il charge vers les murs pour tuer ceux qui se trouvent derrière. Ortho tente de. Il alerte son équipe, mais ils ne peuvent pas réagir à temps. Et le cyclope en herbe se prépare à abattre sa lourde hache sur le nerd aux cheveux verts. Ban arrive à point nommé et provoque le chef des bandits pour attirer son attention. Il lui fait un petit pont. Il lui tranche les genoux par derrière, le faisant tomber au sol. Calme se joint au combat et saute. Il s'approche du chef des bandits en prenant appui sur sa hache et lui porte un coup fatal. Peu après, tous les bandits restants sont capturés et les forces de Van ne subissent aucune perte. Ortho est ravi qu'ils aient obtenu le meilleur résultat. Il évoque le résultat possible et affirme qu'une fois leur paiement reçu, leur travail sera terminé. Mais il est un peu curieux. Il parle maintenant de Van. Il voit un grand potentiel en lui et demande à son équipe s'ils veulent rester et voir ce qu'il peut accomplir. Ce village sans nom. La moitié des habitants lui disent qu'il n'y a pas assez d'argent pour eux. Mais son équipe principale. Ils restent car ils ont vu Van à l'œuvre et ils pensent qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Ils veulent investir dans. Parce qu'ils sont certains qu'il réussira un jour. Et ensuite, ils pourront encaisser tous leurs points de fidélité. Pendant ce temps, Till reproche à Van d'avoir mis sa vie en danger et lui dit de la laisser se jeter dans le danger là. Prochaine fois. Juste à ce moment-là, d'autres arrivent et disent à Van que les villageois se sont rassemblés à la porte. Il décide alors d'entrer.
Dans le village. Fierté et espoir. Mais en voyant le village, il perd un peu des deux car ils lui paraissent faibles et désolés. Le chef accueille Van et le remercie de lui avoir sauvé la vie. La première question que pose Van est de savoir si le village a été. Ils ont déjà été attaqués. Le vieil homme confirme, disant qu'ils ont déjà été attaqués plusieurs fois cette année. Van demande. Le chef explique la raison de cela et répond qu'auparavant, le village faisait partie d'un autre territoire et que des chevaliers patrouillaient. Cela se produit régulièrement. Depuis qu'ils font partie du territoire de la famille Fio, personne n'est venu s'en occuper. Van. Il s'en excuse et explique que son père ne reconnaît pas encore la valeur des petits villages. Ça le met en colère. Les villageois et le vieux chef se demandent si les nobles pensent que les petits villages ne méritent pas d'être protégés. Parce qu'ils ne paient pas beaucoup d'impôts. Van lui dit qu'il est inutile de blâmer qui que ce soit, ce qui met les villageois encore plus en colère. Ils disent que un noble ne pourrait jamais comprendre ce qu'ils endurent. Mais Van affirme qu'il parle de l'avenir du village. Et sa colère est ici injustifiée. Il affirme que les nobles sont responsables de l'état du village. Mais les lois édictées par le fondateur du royaume en sont la principale raison. Il affirme que blâmer la loi ne changera rien et qu'il faut agir. Sinon, pour protéger le village. La première solution consiste à produire quelque chose de si précieux que le royaume ne puisse l'ignorer. La deuxième solution consiste à gagner suffisamment d'argent pour engager des mercenaires afin de se protéger. La dernière solution est de travailler sur le village et l'améliorer. Un méchant du village lui dit qu'ils ont aussi pensé à cette idée, mais qu'ils n'ont rien à faire. Van lui explique que les choses ont changé depuis qu'ils ont un nouveau seigneur et qu'il fera tout pour les défendre. Le village. Enfin, les villageois ne lui font pas confiance parce que c'est un enfant. Mais quand Esparta et Bis avancent, se présentant comme l'ancien maître d'hôtel et le vice-commandant de l'ordre de nuit, les villageois se mettent soudain à pleurer. Confiant que leur village est entre de bonnes mains, le chef demande à Van s'il possède une puissante magie élémentaire. Il indique d'emblée que son seul talent réside dans la magie de production, il faut donc s'attendre à ce qu'il soit aussi efficace au combat. Les villageois commencent à bouder ouvertement, et l'ego de Van en prend un coup. C'est alors qu'un villageois lui demande ce qu'il devrait faire. Concernant les impôts, car ils ont actuellement du mal à payer 30% de leurs revenus, Van décide de réduire ce taux à 10% jusqu'à nouvel ordre. Le village est stable et tous les villageois commencent déjà à l'apprécier. Ensuite, Van dit qu'ils doivent travailler sur le village. Il demande à Esparta si le mur de terre qu'il crée est durable. Le majordome répond qu'il ne dure qu'un certain temps. Il ne reste que peu de temps avant que le monor ne s'épuise et ne devienne qu'un tas de terre. Van décide alors de construire un mur solide. Plus tard, il demande à Esparta d'en créer un par magie. Entre-temps, le vieux majordome crée aussitôt un immense mur tout autour du village, et tout le monde est stupéfait en voyant cela. Après cela, Van dit qu'ils ont besoin de pièges et de fosses pour ralentir les bandits, et des lui demande de lui laisser faire. Van se tourne ensuite vers les villageois, disant qu'ils doivent travailler ensemble pour reconstruire le village, car alors en faire un lieu prospère ne sera plus un rêve inaccessible. Après cela, Van. Il se rend dans la forêt pour tester pleinement sa magie de production. Il prend une petite bûche et utilise sa magie pour la transformer complètement. Il en palpe chaque centimètre. Ensuite, il fend le bois en fils très fins qu'il tisse ensuite en un motif solide, créant un cube de fierté solide. Till et Calm demandent ce que c'est, et Van leur explique que c'est un cube de nanomatériaux, qui est vraiment très fort. Il en crée un tas, et bientôt Orto et ses amis passent par là. Il s'intéresse au RVB. Orto demande à Orto s'il peut essayer d'en couper un. Il lance un bloc en l'air puis le frappe de toutes ses forces. La force est là, mais le bloc heurte un arbre voisin et il n'y a pas une seule égratignure. Orto est incrédule car le coup pourrait percer la pierre, mais le cube de nanomatériaux est resté intact. Après cela, Van commence à expérimenter avec son
Il continue à utiliser la magie et à créer des armes et autres objets jusqu'au coucher du soleil. Till lui demande s'il n'est pas fatigué. Car la magie de production est censée consommer beaucoup de mana, mais Van se sent parfaitement bien. Il se demande combien. Il possède du mana et crée nonchalamment un katana en bois, car qui se soucie de la science et de la conservation de l'énergie? Peu importe quand on possède la magie. Les yeux de K se mettent à briller à la vue d'une nouvelle épée. Alors Van le lui offre et ensuite. Till se met elle aussi à le regarder avec des yeux suppliants. Van lui donne une hache et Till est furieuse car elle a un motif de crâne effrayant qui détonne avec son côté mignon. Plus tard dans la nuit, alors que Till est calme. Dorme, Van est assis. Devant le feu de camp, il ne parvient pas à trouver le repos. Il se sent épuisé après avoir voyagé et combattu, et aussi sale car il n'a pas pris de bain depuis des jours. Il trouve que ses domestiques font bonne figure, mais ils doivent être fatigués. Eux aussi, et il a besoin de se détendre. Des infrastructures de base avant de travailler sur le village. Le lendemain, Van commence donc à empiler des nanocubes dans un espace ouvert. Il en fait une maison. Les villageois se rassemblent pour voir ce qu'il fait et même Van n'est pas sûr de savoir s'il peut créer quelque chose d'immense. Pourtant, il se concentre sur les détails et les étapes de la construction d'une maison. Tout d'abord, il érige une structure solide. Il construit des piliers qui soutiendront le poids du plafond, puis érige des murs autour. Ensuite, il construit d'autres pièces avec. Il pose les portes et les fenêtres, puis ajoute le toit pour achever la construction. Ainsi, sa maison est terminée en un instant, et non. On pourrait croire que Van a construit un manoir entier en quelques secondes. Mais il est heureux d'avoir maintenant une maison où vivre. Il s'installe confortablement. Tout le village et les amis de Van restent bouche bée devant le manoir. Il affirme que sa magie de production est plus adaptée à la gouvernance d'un territoire que la magie élémentaire. Van fait mine d'être humble, affirmant que la magie offensive reste globalement supérieure car elle permet à un noble de protéger son peuple. Il a l'impression que les gens se sentent mieux sous l'autorité d'un noble capable de lancer des boules de feu que sous celle d'un simple ouvrier du bâtiment. Et Calm ne sont pas d'accord avec lui et disent qu'il préférerait vivre dans sa ville plutôt que dans celle de son père. Mais Van pense qu'ils sont tout simplement partiaux à son égard. Mais Esparta pense qu'ils ont raison. Il explique à Van qu'en temps de guerre, les gens peuvent. Ils préfèrent vivre sous le règne de nobles dotés d'une grande puissance d'attaque. Mais en temps de paix, ces capacités sont optimales pour eux. Développement. Des Orto et d'autres partagent également ce sentiment et ils disent à Van à quel point il est incroyable qu'il a construit une maison plus vite qu'Usain Bolt ne court 100 mètres. Van leur dit que s'il lui apporte du bois, il peut construire des maisons pour eux. Eux aussi. Ed et Orto sont tous deux très motivés pour ramasser du bois et construire leur maison en premier. Enfin, ils ne sont pas les seuls ceux qui veulent une nouvelle maison. Et le chef du village demande timidement à Van si, en apportant du bois, il pourra construire des maisons pour eux aussi. Les villageois commencent à lui raconter que leurs maisons sont délabrées et inhabitables. Et Van. Il se rend compte que rénover tout cela va être vraiment épuisant. Cependant, il ne veut pas décevoir son peuple, et il est vrai que leur maison menace de s'écrouler à tout moment. Il accepte de construire des maisons. Il les remercie s'ils lui apportent du bois pour cela, et tout le monde est ravi d'apprendre cela. Peu après, Van crée un. Il a transformé tout un pâté de maisons en une seule fois, et les gens sont encore stupéfaits par son talent. Ils disent que c'est une chose d'avoir un. Van possède une immense réserve de mana, mais il sait aussi concevoir un plan d'aménagement adéquat pour une colonie. Van commence à faire étalage de son talent. Il possède des connaissances en architecture et en design et affirme avoir utilisé un plan en damier où chaque unité est composée de 4 maisons, avec de larges rues les reliant. Pour l'instant, il a uniformisé toutes les maisons afin d'éviter les combats, mais il prévoit de les rénover à terme, une fois qu'ils disposeront de matériaux plus résistants. Les villageois sont extrêmement reconnaissants et ils offrent leur maigre récolte à Van en guise de cadeau.
Ensuite, Van fait construire des bains publics à côté de son manoir. Parce qu'il veut prendre un bain tous les jours. Mais les villageois sont également curieux à ce sujet. Till et le mage aux cheveux verts. Plural propose à Van de prendre un bain avec eux, ce qui le met hors de lui. Il leur rappelle qu'il est un adulte. L'homme est déjà là. Les filles prennent un bain en premier et Pluriel dit que Van est différent de tous les autres nobles qu'elle a rencontrés. Il est vraiment gentil et sage jusqu'à ce qu'il se mette aussitôt à parler sans arrêt de combien son maître est formidable. Et une fois qu'elle est. Après avoir raconté tout ça à sa nouvelle amie, c'est au tour du garçon de prendre un bain. Van est comme entre les premiers. Van remarque que comme se muscle à force de s'entraîner régulièrement avec des Tiens. Des les chevaliers. Arrivé au bain public à ce moment-là. Et là, l'idiot musclé se met à brandir son épée lourde en public. Après le bain, Van va se reposer dans sa chambre et s'affale sur le lit, pensant qu'il va enfin pouvoir se reposer. Une journée épuisante. Le lendemain matin, il se réveille et découvre que les chevaliers ont creusé un fossé autour du village pour. Il faut la protéger des pillards. Et Van dit qu'il faut la remplir d'eau pour un résultat optimal. Ils ont également besoin d'eau pour l'eau potable, l'agriculture et les bains publics. Van décide donc que leur prochaine priorité sera de sécuriser une source d'eau stable. Il repère immédiatement un point d'eau à proximité. Puis Esparta creuse un petit canal dans cette direction. Les autres. Les garçons commencent à élargir et à allonger le canal, et Van les suit en utilisant sa magie pour stabiliser les parois et le. Il travaille au fond du canal pour le rendre étanche. Il remarque que des s'amusent comme un fou à creuser dans cette terre dure. Et Esparta affirme qu'il est plutôt actif pour un homme d'une quarantaine d'années. Calmer les chevaliers. Travail d'arrache-pied. Et Van pense qu'il faudra au moins une semaine pour que le canal soit terminé. Cependant, il est déterminé à. Il faut assurer l'approvisionnement en eau du village car, une fois qu'ils auront toutes les infrastructures de base, les marchands commenceront à les fréquenter. Il peut améliorer le niveau de vie de tous. Eh bien, Van semble avoir surestimé l'enthousiasme de ses partisans. Les ouvriers avancés, à la fin de la journée, ils sont à mi-chemin du village. Van dit que ça suffit et leur ordonne de s'arrêter. Aidé lui demande quel est le problème, car il pourrait continuer. Van lui répond que tout le monde n'a pas la même énergie débordante que lui. Certains sont calmes, d'autres tremblent comme le jouet préféré de leur mère. D réalise que tout le monde n'est pas fait comme lui, alors. Il accepte de faire une pause pour la journée, même s'il a encore assez d'énergie pour terminer le canal seul. Le canal est achevé le lendemain et tous les participants se rassemblent au bord du fleuve pour assister à son inauguration. Van raconte. Esparta ouvre la porte et brise un bouchon de pierre pour laisser l'eau s'écouler dans le tunnel. Tout le monde applaudit en voyant l'eau couler régulièrement dans le canal qu'ils avaient créé et les villageois étaient stupéfaits de voir autant d'eau d'un coup. Bientôt. L'eau remplit les fossés autour du village, mais Van craint que cela ne provoque des inondations dès le début des pluies. Il décide de creuser un lac derrière le village pour éviter cela. Et Esparta dit que cela servira aussi de un réservoir pour les périodes de sécheresse. Peu après, Van et ses amis construisent un lac derrière le village et tout le reste. Les villageois se rassemblent pour le voir. Ils sont fous de joie et le chef du village remercie Van. Car désormais, ils n'auront plus à parcourir 1,5 km pour aller chercher de l'eau pour leur famille. Quelques jours plus tard, Van renforce le mur du village est obtenu en ajoutant des morceaux de pierre à la boue, puis en les transformant en béton grâce à son savoir-faire exceptionnel. Tout le monde est persuadé qu'avec un mur aussi solide, une attaque de bandits ne leur fera même pas peur. Mais Van, lui, n'en est pas convaincu. Satisfait, il décide de renforcer encore leur défense en installant des balistes au sommet du mur et en plaçant des boucliers devant eux pour pouvoir attaquer les ennemis tout en restant à l'abri de leurs attaques à distance. Van dit qu'ils ce ne sont que des choses basiques, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui parce qu'elles ont l'air vraiment coolées. Impressionnantes. Il pense.
Que plus personne n'osera s'en prendre à leur village désormais. Et Esparta affirme qu'il est erroné d'appeler cet endroit un village. Parce que ça commence déjà à ressembler à une forteresse. Dé dit que si Jalpa savait que Van était capable de ça, je ne l'aurais jamais renvoyé et je l'aurais même immédiatement désigné comme mon successeur. Esparta conteste, affirmant que Jalpa. Il accorde beaucoup plus d'importance aux aptitudes au combat et n'aurait jamais pleinement apprécié le talent de Van. D. Soutien. Selon Esparta, Van possède une force de combat largement suffisante et il est probablement plus fort que n'importe qui d'autre. Il en ressort que le pouvoir de Van est excellent pour protéger les gens, mais qu'il ne peut pas conquérir d'autres territoires. D interprète cela comme un. Il l'insulte personnellement et affirme que la guerre est bien plus que de simples soldats qui s'affrontent à l'épée. Voyant que les deux hommes. Les discussions prennent une tournure plus sérieuse qu'elles ne devraient l'être, Van leur demande d'arrêter. Il dit que se disputer sur le talent et son utilisation. Cela ne leur apportera rien de bon et ils doivent faire de leur mieux pour vivre une vie meilleure avec ce qu'ils ont. D commence. Il rit en réalisant son erreur et approuve Van, affirmant qu'il deviendra un grand dirigeant où qu'il soit. Il est envoyé. Il affirme avec assurance qu'un jour il pourrait même posséder un domaine rivalisant avec celui de son père. Mais Van est plus que cela. Il est intéressé par le petit déjeuner car il a très faim. Il apprécie le petit déjeuner qu'elle lui prépare et elle est contente. Qu'il aime ça parce qu'il manque un peu d'ingrédients. Van se rend compte que c'est inquiétant et Esparta le lui dit. Améliorer la défense du village est une bonne idée, mais il faut aussi se préoccuper de ses revenus. Ils n'en ont aucun. Aucun contact, à l'exception des commerçants qui viennent ici une fois par mois. Van répond qu'il peut s'occuper des meublés. Les couverts et les villageois produisent suffisamment de légumes pour subvenir à leurs besoins, ils s'en sortent. Donc très bien. Esparta s'essuie le morceau d'omelette coincé dans sa moustache, alors qu'il explique à Van qu'ils n'ont pas d'assaisonnement et qu'ils n'ont pas non plus les ingrédients pour les desserts que Van adore. Van est choqué d'apprendre cela et se retourne immédiatement. Il regarde Till comme si elle l'avait trahi. Il décide alors de créer une industrie spéciale qui permettra à tout le village de prospérer. L'argent dont il a besoin. Il demande à son équipe de lui proposer des idées immédiatement et Colm suggère qu'il pourrait vendre le nano. Les cubes, car ils constituent un matériau révolutionnaire. Van rejette immédiatement cette idée, car lui seul peut les utiliser. Ensuite, Till propose de chasser des monstres pour obtenir des matériaux, mais Van rejette également cette idée car seuls les aventuriers et les chevaliers peuvent le faire. Esparta pense qu'il est difficile de trouver quelque chose de spécial dans ce village. Alors, Van décide d'y réfléchir sérieusement. Plus tard dans la journée, il croise le gros type du groupe Orto qui lui dit que les domestiques semblaient beaucoup l'apprécier, car lorsqu'il leur a demandé de montrer ce que les armes pourraient faire des dégâts, il refuse de laisser faire. Les armes peuvent être abîmées par leur utilisation. Van est déçu par les deux et dit que les armes sont faites pour être utilisées et que si ils les gardent précieusement, ils ne leur viendront pas en aide le moment venu. Van les encourage à utiliser leurs armées. L'aventurier, doté d'une agilité hors du commun, sort un bouclier en cuir d'ORC. Il affirme qu'il est très robuste. Et peu. Il évalue la puissance de leurs armes et les encourage à l'attaquer. Calm accepte à contre-cœur et doucement. Il frappe le bouclier avec son katana. Monsieur Grosgros lui demande d'y mettre plus de force, car ça ne compte même pas comme une attaque. Mais l'instant d'après, il remarque un morceau de son bouclier qui tombe au sol. Il n'arrive pas à croire que le bouclier qu'il venait de se faire fabriquer est maintenant détruit. Et en plus de ça, Van lui dit que l'épée a l'air d'être en métal, mais que il est entièrement fait de bois. Fatih se met à pleurer à chaudes larmes, mais Van répare instantanément son bouclier grâce à sa magie. Orto arrive alors et demande à Van s'il souhaite leur acheter des minerais précieux. Van est stupéfait de voir. Il porte une charrette pleine de minéraux rares, et Orto explique que les montagnes près du village regorgent de minerais. Des minéraux,
et ils n'ont même pas besoin d'aller loin pour les trouver. Il a du minerai de fer, de cuivre et d'argent. Et aussi un peu d'or. Cependant, la découverte la plus précieuse est le minerai de Mithril, et Van devient fou de joie en le voyant. Il se demande pourquoi personne d'autre n'a découvert les ressources de ces montagnes auparavant et Orto affirme que cet endroit est tout simplement trop éloigné. Il est trop gênant pour quiconque de prendre la peine de regarder. Après cela, Van décide de travailler le minerai de fer et le transforme en anneau. Le cube aussi. Gros s'emballe en le voyant et demande à Van s'il peut fabriquer des épées avec. Van se sent toujours mal. À propos de son bouclier, il accepte donc de lui en fabriquer un, et Gros lui demande de lui faire une épée courte et une épée longue. Van. Il commence par travailler sur l'épée courte, en imaginant soigneusement tous les détails pour la rendre durable, tranchante et aussi magnifique. Fatih est ravi à la vue de l'épée, et les autres aventuriers l'entourent pour l'admirer de plus près. Pendant ce temps, Van crée une longue épée du même modèle. Cela rend les aventuriers complètement fous, et ils demandent. Van lui demande s'il peut aussi leur fabriquer des épées. Il décide d'en faire une pour chacun d'eux, puisqu'ils ont apporté le minerai. Pluriel lui dit que les épées ont l'air de pouvoir se vendre très cher. Van pense que s'il peut fabriquer des épées à partir de le mithril, il pourrait se vendre encore plus cher quand Esparta arrivera. Il examine le minerai de mithril et dit que est très rare à trouver. Mais si les aventuriers l'ont trouvé dans la forêt avant même d'entrer dans la montagne, c'est que cela ne peut signifier qu'une chose, il y a un donjon à proximité. Il dit que si un donjon est découvert ici, le village. Soudain, le lieu se retrouve sous les feux de la rampe et des milliers de personnes viendront chaque jour explorer le donjon. Cela donnera un coup de pouce important à leur économie, mais Van sait qu'ils ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins d'autant de personnes. De plus, il craint qu'ils ne soient attaqués par le pays rival et même par les nobles voisins pour le donjon. Pluriel dit que si un donjon est découvert, le père de Van enverra immédiatement les chevaliers pour le protéger. Et Van répond que son père l'a pratiquement renié, donc il sera envoyé ailleurs si ce village. Cela devient important. Plural comprend maintenant que Van souhaite développer davantage le village et se l'approprier. Territoire permanent avant de découvrir le donjon et de le signaler. Un ortho dit qu'ils essaieront de ne pas aller aux régions où le donjon peut se trouver. Ses amis sont également d'accord et Van les remercie d'avoir gardé le secret même s'il tirerait davantage profit de la découverte du donjon. Peu après, Van rénove à nouveau le village avec des matériaux de meilleure qualité et il s'inquiète de se surmener. Soudain, un villageois arrive en courant et Van crie qu'une meute de monstres lézards blindés approche du village. Il ordonne immédiatement à tout le monde de se mettre à l'abri. Il se place à l'intérieur des murs et verrouille les portes. Les villageois sont terrifiés par les monstres, mais Van leur demande de se battre à ses côtés, car ensemble, ils peuvent surmonter tous les obstacles. Les villageois sont motivés par l'énergie de Van. Ils discutent et jurent de se battre jusqu'à leur dernier souffle pour protéger le village. Van leur ordonne de se rendre immédiatement à leur village. Ils se dirigent vers le mur et se positionnent derrière les balistes. Lui dit Corto et son groupe sont partis chasser, alors. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre les rênes de la situation et Van décide de partir avec le reste de ses citoyens. Cependant, les larmes aux yeux, lui agrippe le bras. Van n'est peut-être pas insoumis, mais il ne veut pas la blesser. Il demande à des deux. Levez la tête et transmettez-lui la situation en temps réel. Pendant qu'il reste au sol et donne des ordres, Délé reçoit. Il obéit et se précipite vers le mur, et le spectacle qui s'offre à lui le laisse stupéfait. Il dit à Van qu'environ 40 des lézards cuirassés se dirigent vers eux. Ils mesurent environ 8 mètres de haut, soit la taille de 3 éléphants. Debout. Ils se tiennent par les épaules, en unité de liberté. Des commence à paniquer en voyant cela, car même un groupe de chevaliers vétérans. Ils ont du mal à abattre un seul lézard blindé et, pour l'instant, ils ne disposent que d'une poignée de combattants.
Entraîné. Van. Il lui ordonne de charger les flèches de fer dans les arbalètes géantes, et il s'exécute aussitôt. Les chevaliers lui expliquent que les armes ordinaires sont inefficaces contre les écailles résistantes des lézards. Cuirassé, Eddé le sait. Il dit aussi qu'il a jusqu'à présent remporté toutes les batailles qu'il a menées, mais que cette fois-ci, il veut faire confiance à son instinct et laisser faire. Van prend les commandes. Il ordonne à tous de charger leurs balistes, puis de tirer. Les flèches disparaissent. Aussitôt. Au moment où les flèches touchent les lézards, il faut un instant pour réaliser qu'il y a un énorme trou à chaque impact. Les lézards cuirassés touchés par les flèches tombent au sol après quelques secondes d'inertie qui les propulse vers l'avant. Dès la première salve, les villageois en abattent 10. D est impressionné par la qualité des armes fabriquées par Van. Et aussi par les villageois qui, pour une raison inconnue, ont une meilleure visée que mes coéquipiers de Call of Duty en partie classés. Il ordonne à tous de se préparer pour le deuxième round, et les chevaliers lui annoncent qu'il ne leur reste qu'une seule flèche de fer pour chacun. D leur ordonne de charger et de tirer malgré tout, et ils parviennent à abattre plusieurs lézards blindés. Cependant, la moitié. Il reste encore des lézards et ils n'ont plus de munitions. D transmet le message à Van qui commence à élaborer une stratégie. Solution au problème. Lorsqu'il se souvient soudain que l'épée en bois de K a réussi à trancher celle de Fatih. Il pense que le bouclier de haute qualité pourrait aussi fonctionner contre les lézards blindés et dit à D d'utiliser les flèches en bois. Les chevaliers trouvent ça complètement stupide, car le bois ne peut pas percer la peau de lézard aussi dure que l'acier. D leur dit de se taire. Qu'ils se déchaînent, car Van leur a déjà prouvé qu'ils avaient tort à plusieurs reprises et il va faire confiance à ceux qu'il dit. Il ordonne. Les villageois chargeaient les flèches en bois et tiraient. Et même les flèches en bois parvenaient à transpercer les lézards. Même s'ils se retrouvent bloqués à mi-chemin, heureusement, cela suffit à atteindre leurs organes vitaux et à les tuer sur le coup. Et maintenant, D sait que personne ne peut les vaincre. Il ordonne aux villageois de charger et de tirer une fois de plus, car ce soir, il allait se régaler de viande de lézard. Les villageois obéirent à son ordre et firent pleuvoir des flèches sur les lézards cuirassés, anéantissant ce qui reste d'eux. D proclament fièrement leur victoire à Van et au reste des villageois qui commencent. Il applaudit bruyamment, puis serre Van fort dans ses bras. Il essaie encore de comprendre que ses armes en bois aient réellement fonctionné contre de puissants monstres. De retour au sommet du mur, les chevaliers remarquent qu'aucun des leurs n'a été blessé. Il leur reste encore beaucoup de munitions. D trouve que la bataille s'est terminée si vite qu'il est un peu déçu. Mais cela montre simplement à quel point ils sont puissants. Le pouvoir de Van est. Peu après, les villageois commencent à traiter les cadavres de lézards sous la direction d'Orto. Le groupe, rentré assez tard, se voit conseillé par Orto de conserver les yeux, les crocs, la peau et le noyau magique pour les vendre. La viande est destinée à être conservée pour la consommation, expliquait-il, précisant que la transformation des lézards cuirassés prend généralement beaucoup de temps, et que la plupart des la viande pourrit avant qu'ils puissent l'utiliser. Mais grâce au couteau fabriqué par Van, le travail est vraiment facile. Juste à ce moment-là, Van. Il arrive sur place, inspecte l'immense montagne de viande et décide d'organiser une grande fête pour célébrer sa victoire. Le soir venu, les festivités commencent et chacun mange de la viande à volonté. Le groupe d'Orto parla. Van et lui raconte que les armes qu'il leur a fabriquées fonctionnent très bien. D surprend la conversation et demande à Van s'il a fabriqué des armes pour les. Des aventuriers l'ont précédé, et le groupe d'Orto commence à exhiber ses épées. D, jaloux en entendant cela, demande. Van veut lui fabriquer une épée, et il est prêt à lui faire un chèque en blanc pour cela. Les autres chevaliers le veulent aussi. Il leur dit timidement qu'il ne peut pas leur prendre d'argent, mais qu'il est un peu occupé pour le moment. Il promet de leur fabriquer de nouveaux équipements une fois les affaires du village réglées et les chevaliers satisfaits. Après cela, Orto explique à Van qu'un lézard cuirassé se vend généralement 20 pièces d'or, mais comme la majeure partie
De sa chair pourrie, il peut. On obtient environ 8 pièces d'or par lézard. C'est encore une somme considérable, et Van est submergé par l'émotion à l'idée de la façon dont il va s'en servir. Utiliser tout cet argent. Esparta lui annonce une mauvaise nouvelle, lorsqu'un village gagne plus de 100 pièces d'or. Ils doivent en donner la moitié à l'affiche sous forme de taxe. Van a l'impression d'avoir perdu toutes ses économies. Dans une arnaque aux crypto-monnaies. En entendant cela, il demande s'il existe un moyen de commettre une fraude fiscale. Esparta lui répond qu'ils ne peuvent pas dissimuler la vente de tant de matériel et Van perd tout espoir. Cependant, il est plus inquiet que son père découvre l'importance de ce village, car il l'exilerait ensuite dans un autre lieu lointain. Soudain, Esparta a une idée. Il propose une solution et affirme qu'ils peuvent trouver un compromis en faisant leur rapport à Muria plutôt qu'à Jalpa. Van comprend qu'ils puissent attribuer la gloire de la victoire sur les lézards à son frère aîné, ce qui dissimulera leurs agissements et leur permettra de rester dans cette situation. Le village s'y installa plus longtemps. Le lendemain, 2 marchands arrivèrent au village et furent stupéfaits. Voyant l'énorme un mur semblable à une forteresse se dresse devant eux. Ils commencent à s'accuser mutuellement d'avoir mal interprété les indications de Google Maps et d'avoir perdu le chemin. Soudain, Van apparaît au-dessus de la porte et leur souhaite la bienvenue dans son village. Les marchands sont stupéfaits. Car ils reconnaissent Van comme le fils prodige de la maison et se demandent pourquoi il se trouve dans un endroit aussi isolé. Ils le présentent. Ils se font passer pour Belle et Rango de la chambre de commerce joyeuse et Van les laisse entrer. Dès que le marchand, les frères arrivent à l'entrepôt et restent bouche bée en découvrant les matériaux récupérés sur le blindé. Des lézards. Ils ont du mal à croire qu'un si petit village ait pu chasser tous ces monstres, mais Van veut juste. Ils ne savent pas s'ils peuvent leur acheter tout ça. Les commerçants répondent immédiatement par l'affirmative et demandent à Van d'attendre un mois. Ils doivent mobiliser une équipe complète pour évaluer et transporter le matériel. Van accepte et leur demande de prendre. Il donne de la viande gratuitement car elle va pourrir de toute façon, puisqu'il ne peut pas installer de réfrigérateur pour le moment. Il demande ensuite. Ils ont emmené leurs frères examiner des armes également en vente et ils ont été impressionnés par leur qualité. Ils acceptent immédiatement le prix demandé par Van sans négocier, et celui-ci leur demande de les promouvoir. Les frères hésitent à répondre à cette question et Van se rendra compte que ces novices se prennent pour des pros capables de monopoliser le commerce de ces épées. Il leur explique que même s'ils essaient de garder le secret, les gens finiront par découvrir l'existence du village car ils peuvent trouver hors de l'itinéraire qu'ils empruntent. Les frères sont choqués d'apprendre cela et Van leur dit qu'il existe un autre moyen. Ils sont impatients d'entendre cela et il leur conseille d'ouvrir une boutique dans leur village. Les frères. Ils acceptent immédiatement cette offre et s'inclinent devant Van pour lui témoigner leur gratitude. Et il leur dit qu'ils devraient construire leur boutique immédiatement, avant même qu'ils puissent comprendre de quoi ils parlent. Van crée la boutique qu'ils adorent. Il rêvait d'ouvrir un magasin et leur dit qu'il se réjouissait de faire de bonnes affaires avec eux. Peu après, Van. Il reçoit 2 invités inattendus. L'une est une jeune fille noble presque de son âge et l'autre est une gardienne de nuit redoutable la protège. Déjà critique, elle déclare qu'elle découvrira si Van est-il vraiment un génie ou un opposant? Pendant ce temps, Van reçoit des devoirs d'Esparta, qui lui demande de planifier une ville. Pour 10 000 personnes d'y vivre car, au rythme où ce village se développe, il deviendra une ville en un rien de temps. Il demande à Van quel type de ville fortifiée il souhaite, précisant que les forteresses de forme carrée sont les plus courantes. Cependant, Van. Il ne peut pas s'empêcher d'en faire plus, et il dit vouloir construire une forteresse en forme d'étoile car cela obligera les assaillants à gaspiller beaucoup de ressources. De temps à essayer de couvrir les points de défense qu'il mettra en place autour de la forteresse. Esparta aime l'idée et commence à aider Van. Lorsque le chevalier roux fait irruption dans la pièce, affirmant qu'un émissaire de là. Des jeunes filles du comté voisin de Ferdinando sont venues le voir. Van les fait entrer, et il s'avère qu'il s'agit de la même jeune fille noble et de la même
Maman Chevalier. Il les salue et la maman se présente comme Mera, devenue vicomtesse après son ascension sociale. Le grade de chevalier. La jeune fille se présente nerveusement comme Ar, la plus jeune fille du comte Fernando. Et Van demande. Ils sont tous deux invités à s'asseoir. Mera demande aussitôt à Van pourquoi il pense qu'ils sont là, et il répond. Qu'ils sont là pour l'évaluer et le rallier à sa cause s'il semble menaçant. Elle se met à rire en entendant cela, car Van a raison. Il dit ensuite que le comte Ferdinando pense que Marquis Jalpa a envoyé son fils génial gouverner ce village parce qu'il veut conquérir son territoire. Cependant, Mera pense que Van a été envoyé ici parce qu'il ne possède pas de magie élémentaire. Van. Il décide de tout avouer et lui dit qu'elle a raison au sujet de la magie élémentaire, mais qu'il n'est pas là pour diriger quoi que ce soit. Une sorte de guerre, et il a simplement été exilé par son père. Mera refuse de le croire après avoir vu à quel point Van a évolué. Le village en peu de temps et elle pense qu'environ 5000 soldats ont été envoyés avec lui pour transformer ce village en une base militaire. Van éclate de rire en entendant cela, puis s'excuse avant de dire à Mera qu'il a été chassé de sa famille sans rien d'autre que ses bagages et son calme, et personne n'est même venu lui dire au revoir. Mera demande. Si elle hallucine, alors le majordome est le commandant adjoint des chevaliers. Et dit qu'il est venu pour compléter Van. Il s'entraîne de son propre chef et à ignorer les messages du commandant de nuit lui ordonnant de retourner en ville. Esparta. Il lui annonce également qu'il a pris sa retraite et qu'il enseigne désormais à Van par passion. Et elle ajoute qu'elle souhaite servir Van pour toujours. Parce qu'il traite tout le monde avec gentillesse, quelle que soit leur classe sociale. Cela n'explique toujours pas le développement rapide. Van décide alors de faire une démonstration à ses invités, car ce sera plus rapide. Il les emmène hors du village et leur demande. Asparta souhaite créer un mur de terre afin de le transformer en une muraille digne d'une forteresse. Mera est impressionnée par la magie du vieux majordome, mais elle dit que le mur s'effondrera dès qu'il perdra son mana. Van utilise immédiatement son Mera et Ar, déconcerté par cette révélation, interroge Van sur son pouvoir magique. Il répond qu'il maîtrise la magie de production, qui est considérée comme la pire forme de magie, et c'est pourquoi il a été exilé ici. En entendant cela, Ar se souvient d'elle. Après avoir évoqué sa propre vie malheureuse, Mera décide de passer à son deuxième objectif. Elle explique à Van qu'elle a été envoyée ici pour. Il lui propose la main d'Ar et comprend que le comte veut lui donner sa fille pour qu'il ne. Il tente de conquérir son territoire. Il dit à Mera qu'un mariage est inutile car il ne veut pas de conflit avec. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais de quelqu'un qui développe le village parce qu'il souhaite y vivre une vie paisible. Mera lui dit que, au départ, elle voulait empêcher les fiançailles d'Ar avec le seigneur d'un petit village anonyme, car elle ne voulait pas trouver le bonheur dans un endroit aussi miteux. Mais après avoir constaté le potentiel et la personnalité de Van, elle soutient leur mariage. Elle commence à vanter son intelligence, son charisme et sa volonté de transformer les difficultés en défis, et elle dit que, si c'était légal, elle voudrait l'épouser elle-même. Van s'enthousiasme à l'idée d'avoir une Ouefu qui lui sert de maman, mais malheureusement, il ne peut avoir qu'Ar pour le moment. Mera se tourne vers Ar et lui demande si elle veut épouser Van, car elle ne trouverait pas mieux. Ar, timide, avoue que Van est un homme bien, mais elle n'a pas encore pensé au mariage. Il lui dit aussi de prendre son temps car c'est la décision la plus importante de sa soirée. Et Mera répond ils vont passer la nuit au village pour réfléchir. Van est alors choqué d'apprendre qu'il reste dormir. Lorsque Mera lui demande s'il a une chambre libre dans un manoir, il décide plutôt de leur construire une auberge. Après cela, ils ont. Au cours du dîner, Van décide d'en savoir plus sur la jeune fille qui pourrait devenir sa future Ouefu. Elle lui dit qu'elle aime les choses mignonnes comme les fleurs et les poupées, et Van lui demande s'il peut voir les poupées qu'elle possède. Ar est content que quelqu'un
Van s'intéresse à elle et elle accepte avec joie de lui montrer les poupées dans sa calèche. Plus tard, Van emmène les deux enfants se promener. Les dames se rendent à l'auberge, et Mera laisse les deux enfants seuls pour qu'Ar puisse dire à Van qu'il est un type bien avant de courir vers sa chambre. Van retourne ensuite à son manoir, où Esparta lui apprend que depuis que le comte a envoyé sa fille à épouser la seigneurie d'un village sans nom, elle n'est probablement pas une mage élémentaire non plus. Van réalise maintenant qu'Ar était elle aussi exilée de chez elle, et il décide de la laisser rester au village si elle le souhaite, même s'ils n'obtiennent pas fiancée. Le lendemain matin, Till et comme Van sont pressés, et il leur demande pourquoi ils ont interrompu son rêve. Il était sur le point d'embrasser Sydney Sweeney. Till lui dit qu'il a des choses plus importantes que ça dans la vraie vie. Des Esparta sont déjà arrivés sur place. Van leur demande au moins de lui expliquer correctement ce qui se passe. Et Till affirme qu'il saura tout une fois arrivé au lac Van, le même lac qu'il a créé il y a quelques jours. Van est choqué d'apprendre que les villageois ont donné son nom au lac et il prend immédiatement note de les arrêter. De donner son nom au village également. Il atteint bientôt le lac et découvre que tout le village est déjà là et dès le conduit directement à la cause du tumulte, une sirène cachée dans le lac. Esparta explique à Van que les sirènes vivent généralement dans de magnifiques rivières au cœur de forêts profondes, hors de portée des humains qui ne peuvent les polluer. Cependant, quelques sirènes sont apparues dans le lac créé par Van, et personne ne comprend comment une espèce aussi rare a pu arriver jusqu'ici. Van décide de parler à la sirène pour savoir pourquoi elle est là. Mais elle ne répond pas à ses questions. Se demande si elle est sourde ou si elle ne comprend tout simplement pas le langage humain et imagine une autre méthode qui ça marchera à coup sûr. Il ordonne à Till et Calme d'apporter de la viande et, comme Van le pensait, tout le monde comprend le langage de la sirène nage vers lui en voyant la viande rôtie et lui demande si elle peut vraiment en manger. Van lui répond que non. Elle lui en est entièrement reconnaissante, et dès que la sirène y goûte, elle comprend qu'il s'agit de la chair du lézard cuirassé. Elle demande alors qui ils ont vaincu les lézards blindés et avant même que Van puisse faire preuve d'humilité et reconnaître le travail d'équipe du village. Tout le monde déclare à l'unanimité que c'est Van qui les a tous vaincus. La sirène est satisfaite d'apprendre cela et elle plonge aussitôt et disparaît. Van se demande si elle reviendra bientôt, mais Esparta ne le voit pas. Cela se produit parce que les sirènes sont plus timides que le Yéti. Étonnamment, le lendemain, tout le clan des sirènes se présente à la porte de Van s'ouvre et il est stupéfait de les voir. Il est presque certain qu'ils sont là parce qu'il a vaincu l'équipe blindée. Il parle de lézards et se demande si les sirènes vénèrent ces grands monstres écailleux. Esparta qualifie son idée d'idiote et dit il devrait interroger directement les sirènes. Soudain, la grande et effrayante chef des sirènes s'avance. Il remercie Van d'avoir été si gentil avec sa fille la veille. Van lui répond qu'il est le bienvenu, puis le roi des sirènes apparaît. Il lui demande s'il a vraiment vaincu les lézards blindés. Van l'affirme, mais ajoute que c'était un effort collectif, mais que personne ne se donne la peine de le faire. Écoutez ce passage et vous verrez qu'il commence à bavarder et à murmurer qu'un enfant a vaincu des monstres aussi puissants. Le roi des sirènes qualifie soudain Van de héros et déclare qu'il a la permission d'épouser sa fille Lada. Van est emmené. Surpris d'entendre cela, le roi des sirènes lui demande s'il n'est pas attiré par les lolis. Il l'assure que lorsque Lada sera grande, elle sera la plus maman de toutes. Mais Van ne voit que le présent et il dit au roi des sirènes que sa fille est encore une enfant. Il dit que Lada ne semble pas comprendre le concept du mariage. Elle s'oppose à l'autre fille qui tente de le retenir prisonnier pour toujours et demande au roi s'il a une raison particulière pour laquelle il lui offre sa main en mariage. Le roi des sirènes répond solennellement qu'elle n'aime généralement pas fréquenter les humains, mais que récemment des lézards cuirassés ont infiltré leur territoire et en ont tué beaucoup. Il est donc prêt à marier sa fille à tout héros capable de les vaincre. Van comprend maintenant sa logique et lui dit qu'il n'a pas besoin de l'épouser. Il confie sa fille à Lada pour assurer la sécurité de son peuple.
Il dit au roi des sirènes de laisser Lada épouser qui elle veut. Elle grandit parce qu'il va les aider par simple amour du jeu. Le roi des sirènes demande si son peuple peut rester dans le lac, si cela convient à Van et s'il est prêt à les accueillir dans son village, il en construit immédiatement des maisons flottantes en forme de poignées flottent au milieu du lac et les sirènes s'y sentent immédiatement chez elles. C'est alors qu'Esparta Van rappelle qu'ils doivent s'occuper des eaux usées, et le roi des sirènes s'interroge à ce sujet. Van explique l'architecture villageoise et leur système de chasse d'eau géant permettant d'évacuer les déchets loin des égouts. Le roi des sirènes. Il propose son aide car son peuple maîtrise la maîtrise de l'eau et autres techniques similaires. Et grâce à eux, le travail de Van devient c'est très facile. Le roi des sirènes lui demande de laisser le soin d'évacuer les eaux usées aux habitants de l'eau. Car c'est leur rôle. C'est le moins qu'ils puissent faire en échange d'un logement sûr. C'est alors qu'Ar et maman Mera arrivés sont sous le choc. Pour voir des sirènes. Le roi des sirènes appelle soudainement le gendre de Van et le remercie de les avoir aidés. Cela choque les deux jeunes filles humaines. Mera demande à Van s'il a épousé une sirène alors qu'Ar était le premier sur la liste, et avant qu'il ne puisse répondre, il ne peut pas dire un mot. Pour dissiper tout malentendu, Lada déclare fièrement être la femme de Van. Cela ne fait qu'envenimer les choses entre Van et Ar. Il l'invite donc à une sortie en bateau le lendemain pour dissiper le malentendu. Ar lui explique qu'elle. Mera m'avait déjà donné les détails, il n'y a donc plus de confusion. Van est ravi de l'apprendre. Ar commence alors à le complimenter pour avoir construit un lac étant développé son village. C'est à ce moment là que Lada arrive. Elle est là pour l'accueillir et elle devient jalouse de le voir avec une autre fille alors qu'il est déjà son mari. Dans son esprit. Soudain, d'autres enfants sirènes arrivent près du bateau et se mettent à appeler Van le seigneur de la viande tout. En se balançant. Le bateau et Ar tombent accidentellement sur lui. Les enfants observent la scène avec curiosité tandis qu'Ar se relève. Nerveuse, Lada devient encore plus jalouse. Elle demande à nouveau à Van, que fait cette étrange fille avec son mari lui rappelle qu'il a refusé la demande en mariage de son père et qu'ils ne sont donc même pas encore fiancés. Lada vient d'eux. Elle boude et plonge sous l'eau en entendant cela. Les autres enfants sirènes se mettent alors à crier après Van, l'accusant de les harceler. Princesse. Il commence à semer la pagaille, et Ar s'accroche à Van, qui ne cesse de soudoyer les enfants avec de la viande, mais elle ne se plie pas. Plus tard, le roi des sirènes en personne vient affronter Van, terrifié par ça. Poupe. Le roi des sirènes dit avoir appris de Lada que Van flirtait avec une autre femme alors qu'il est déjà marié. Ar est effrayé en entendant cela, mais Van précise qu'il n'a jamais encore dit qu'il allait épouser Lada. Cependant, le roi des sirènes n'est pas là pour écouter la logique, et il déclare qu'ils organiseront une compétition entre les Murocs et le peuple de Van. Si les Murocs gagnent, Van reconnaîtra officiellement son mariage avec Lada. Van est sur le point de se transformer. Il le démoralise lorsque Dé accepte soudainement le défi à sa place. Il promet à Van qu'en tant que commandant adjoint de l'ordre des chevaliers lui apportera assurément la victoire. Même Asparte est d'accord avec Dé pour une fois, disant que plus tôt plus ce problème sera réglé, plus Van aura de temps pour ses études. Mera est également à proximité et elle est d'accord avec cette décision. Van dit que s'il perd, il devra se marier immédiatement, mais Till et Colm lui disent qu'il n'y a pas d'autre solution. Il ne risque jamais de perdre. Il ne sait pas comment les empêcher de le dominer constamment et finit par accepter. À la compétition. Le roi des sirènes dit qu'ils peuvent organiser une compétition en 3 épreuves pour être équitable. Et donne à Van il a la possibilité de choisir la première épreuve. Or, au lieu de choisir une épreuve où il aurait un net avantage, Van choisit organiser un match de water-polo qui sera tout aussi difficile pour les deux équipes car personne ne sait comment y jouer. Van commence par créer une piscine au milieu de l'étang, puis explique les règles à tout le monde. Esparta est. Il est surpris car il n'a jamais entendu parler d'un jeu comme celui-ci, et il dit que Van est vraiment génial parce qu'il
s'y connaît. Que même le vieux majordome ne le fait pas. Bref, maman Mera dit à Van que les maillots de bain qu'il a confectionnés sont vraiment bien pour. Attirant les fans d'Arsenal vers cet anime. Pendant que Dé se la pète comme un beau gosse de salle de sport, Van demande à Mera si elle va. Elle participe également au jeu et affirme qu'elle souhaite qu'il épouse Ar plutôt que la sirène. Princesse et elle doit tout faire pour le protéger. Le jeu commence bientôt avec Mera jusqu'à ce qu'elle représente le village de Van, pendant que l'Adé son père joue pour les sirènes. Dès le début du match, le roi des sirènes marque un. Le service est excellent et bientôt les deux sirènes commencent à submerger les humains, ce qui ne devrait surprendre personne. Plus de 3 neurones. Till commence à perdre espoir en voyant l'écart énorme à la mi-temps. Mais Mera obtient. Furieuse en entendant cela, elle demande si sa loyauté envers Van vacillera devant un défi aussi insignifiant. Ses paroles s'enflamment jusqu'à. Et ensemble. Elle commence à reprendre des points aux sirènes en seconde période. Après une seconde période intense, les deux. Les équipes sont à un point de la victoire et tout se joue sur le prochain. Mera saute pour bloquer le smash du roi des sirènes, mais il l'a dépassé. Till est incapable de se défendre non plus. Les sirènes remportent ainsi la première manche et Till est découragé. Mais Mera intervient. Comme mon cousin quand il regarde Ikkyo en boucle pour la 8e fois. Van n'est pas content de l'avoir joué. La carte de l'espoir, même. Bien qu'ils aient perdu la première partie, le roi des sirènes l'approche avec l'idée d'une deuxième partie. Il la garde. Il explique simplement qu'ils vont faire un relais de natation et Van réalise qu'il est fichu parce que ça va être impossible de vaincre les sirènes dans l'eau. Cependant, Dé affirme que ce sera un jeu d'enfant, à peine un inconvénient avec lui. Là, Calme se porte également volontaire pour rejoindre l'équipe. La compétition commence bientôt, Lada est calme, s'élançant. Et comme prévu, Lada prend immédiatement une avance confortable. Ka se démène pour la rattraper, mais Lada elle se détend tranquillement puis plonge sous l'eau pour nager encore plus vite et toucher sa coéquipière. Comme la suit d'une manière ou d'une autre et dès que il touche Dé, et le vrai match commence. Dé se met à nager le papillon, la nage la plus difficile, et Van se demande pourquoi diable il a choisi ça plutôt que le crawl. Les autres chevaliers lui expliquent que c'est le papillon. Cela permet à Dé d'utiliser pleinement ses muscles, et il fonce comme un horsebord, dépassant la sirène et remportant la victoire. La compétition. Le roi des sirènes n'arrive pas à croire qu'ils aient perdu à la natation. Mais Dé est fier de son exploit. Il sort joyeusement de l'étang, sans se rendre compte qu'il a nagé si vite que son maillot de bain a été arraché par la pression de l'eau. Sur ce, le roi des sirènes s'approche de Van, encore incapable d'accepter sa défaite, mais prêt à régler l'affaire. Une fois pour toutes. Il demande à Van de choisir le troisième et dernier jeu, et il propose une idée qui devrait être équitable pour les deux. Il crée une machine à glace pilée, puis demande à Plural de créer de la glace qu'il râpe et à laquelle il ajoute des sirops aromatisés. Tout le monde est perplexe quant à ce qu'il faut faire, et Van annonce que l'épreuve finale est un concours de dégustation de glace pilée. Et il va y participer lui-même. Il demande un partenaire et relève la main, à la surprise générale. Bientôt. Tout le monde est réuni dans la maison en forme de poignée de sirène et les 4 participants ont un énorme bol de glace pilée dans les mains. Van se demande si c'est trop gros tandis que Mera dit à Ar qu'il n'est pas encore trop tard pour échanger de place. Cependant, elle refuse de renoncer à se battre pour son futur mari. Et dès qu'Esparta donne le signal, tout le monde se met en branle. Ils engloutissent de la glace pilée. Aucun d'eux n'échappe à la sensation de froid intense au cerveau qui accompagne la consommation de glace pilée. Le roi des sirènes est déterminé à marier Lada à Van à tout prix. Il surmonte son blocage mental et commence. Lada mange la glace pilée et limite. Van pense qu'ils vont perdre, mais Ar se ressaisit. Il se fige et commence à manger la glace pilée une cuillère à la fois. Cela donne à Van le courage de continuer à se battre, et il rejoint le groupe. La frénésie alimentaire
Après quelques minutes d'un concours de dégustation de glace des plus intenses, Van et Har finissent leur bol. Le roi des sirènes remporte la compétition. Il accepte sa défaite avec grâce, et Van est soulagé de ne plus être. Il subit encore des pressions pour épouser Lada. Cependant, le roi des sirènes l'appelle toujours son gendre et dit qu'il a. Il s'est avéré encore plus digne de sa fille. Il rentre chez lui avec cela, et Van, perplexe, se demande ce qui va se passer. C'était même le but de la compétition. Soudain, il a commencé à avoir mal au ventre à cause de la trop grande quantité de glace qu'il avait mangée. Tout le monde se rassemble autour de lui pour prendre de ses nouvelles. Pendant ce temps, Mera dit à Har qu'elle a bien travaillé, mais qu'elle ne peut que continuer. Elle observe Van, entourée de ses fidèles amis. Elle se demande comment elle pourrait bénéficier de la même attention que lui. Parce qu'elle a toujours été négligée depuis sa naissance. Quand elle était petite, son père était toujours occupé par son travail et elle ne lui consacrait pratiquement aucun temps. Sa mère ne souhaitait pas non plus élever un enfant et l'a donc confié à une. Elle a été nounou et est partie faire un voyage sac au dos à travers l'Europe. Personne ne lui a prêté attention pendant son enfance car elle était timide. À la limite de la stupidité. Son seul atout était sa magie de marionnettiste, grâce à laquelle elle pouvait contrôler des pantins parfaitement. Har pensait pouvoir impressionner sa mère ainsi, mais elle se trompait lourdement. Sa mère la gifla et l'abandonna parce que la magie des marionnettes n'était pas considérée comme inutile, mais comme maléfique entre les mains des nobles. Après cela, tout le monde l'ignora. À 10 ans, son père l'envoya épouser le seigneur d'un village sans nom. Elle était inquiète, mais Van se retourna. Il s'avéra être un homme vraiment gentil. Et malgré une magie inutile, il restait sûr de lui et tout le monde l'adorait. En le voyant maintenant, Har décide de s'entraîner encore plus à la magie des marionnettes afin qu'un jour tout le monde l'aime pour. Le lendemain, Van réunit les villageois pour des travaux de construction et les motive en leur promettant soirée barbecue. À ce moment-là, Har arrive pour le saluer et lui demande si elle peut le voir travailler car elle aimerait être là. Cela lui ressemble davantage. Peu après, Van achève la construction du mur de forteresse en forme d'étoile, dont il rêvait pour son la ville du futur, et Har est stupéfait en voyant cela. Elle demande comment il a pu construire quelque chose d'aussi solide et immense en seulement 2. Des semaines plus tard, Van ne cesse de remercier tous ceux qui ont travaillé avec lui. Mera est impressionné par ce qu'il est capable de faire. Mais Van est tout aussi impressionné par son stratagème défiant la gravité. Mera remarque le petit pervers qu'il a des visages. Alors Van. Il commence à expliquer que, à mesure que de plus en plus de gens s'installent sur son territoire, ils construiront davantage de maisons et de commerces pour s'adapter. Mera répond qu'elle est jalouse de lui car elle a toujours rêvé d'avoir son propre terrain. Elle déclare qu'elle remportera une grande gloire lors de sa prochaine bataille, ce qui suffira à lui permettre de gagner un territoire de sa propre initiative. Sur ce, elle interroge Van au sujet de la baliste géante installée au sommet des remparts de la forteresse, et il lui explique. Il explique qu'il s'agit d'une version améliorée de la simple baliste qu'il avait créée par le passé. Il se met alors à parler. À n'en plus finir de la nouvelle version. Ce modèle peut tirer 2 projectiles l'un après l'autre et est beaucoup plus puissant, mais Mera est curieuse de voir l'arme en action. Au lieu d'écouter, Van ordonne immédiatement à Com de tirer un coup d'essai, et celui-ci obéit aussitôt. Ordre. Dès qu'il décoche la première flèche, elle parcourt 1 kilomètre et provoque un gigantesque nuage de poussière, détruisant son point d'atterrissage. Et tandis que tout le monde est stupéfait, silencieux, Van est satisfait du résultat. Il me dit qu'avec une centaine de ses balistes, il peut défendre correctement son territoire et elle lui demande aussitôt d'en vendre une. Elle est prête à payer n'importe quel prix, mais Van se contente de sourire et de lui dire que ces mauvais garçons ne sont pas là pour elle. Mera décide de payer autrement et dit à Van qu'elle lui rendra tous les services qu'il lui demandera en échange d'une vente. La baliste, et cela suffit à convaincre le petit pervers de changer d'avis. Il dit à Mera qu'il va encaisser le butin.
Il lui demande ensuite comment elle compte l'emporter. Elle répond qu'elle fera appel à une calèche pour transporter une arme de grande taille, et quant aux boulons qui la composent, elle peut les fabriquer elle-même. Soudain, Cash lui dit il faudrait au moins 2 boulons fabriqués par Mera, mais elle lui demande pourquoi. K dégaine aussitôt son épée. La camionnette a été fabriquée pour elle et Mera demande pourquoi elle est tordue comme ça. De toute façon, elle ne voit rien de spécial à ce sujet. Mera sort son épée de rechange et lui demande si elle a une arme qu'elle n'hésiterait pas à casser. K lui demande alors si elle en possède une. Mera sort son épée de rechange et répond à K qu'elle l'utilise depuis longtemps en raison de sa durabilité et qu'elle est sûre qu'il ne pourra même pas les brécher. Cependant, cela ne la dérange pas si elle se brise, et avec sa permission, K abat son épée sur elle. Mera ne sent même pas. Elle ressent un choc important et se demande si K n'a fait qu'effleurer son épée. Mais l'instant d'après, le tranchant de son épée glisse vers le bas. Proprement. Incrédule, elle demande de quel matériau est faite cette épée spéciale. Ce à quoi il répond calmement que c'est fabriqué en fer ordinaire, mais comme Van l'a fabriqué, il est extrêmement puissant. Van lui explique que les boulons pour les balistes sont fabriqués selon la même méthode, elles transperçaient facilement les cuirasses des lézards. Mera a du mal à le croire, mais elle demande aussitôt à Van de lui donner aussi quelques boulons. Il est ravi de les ajouter en bonus à leur accord et Mera le remercie. Calme pour lui avoir confié ce précieux secret, ce qu'il a fait juste pour réveiller maman pendant la nuit. Soudain, Van entend quelqu'un. Il entend des cris au loin et découvre qu'il s'agit d'Orto et de son groupe qui courent frénétiquement vers la forteresse. Ils ordonnent à tout le monde de courir. Ils doivent sauver leur peau car une menace terrible les poursuit. En quelques secondes, un immense dragon surgit de nulle part. Les bois et la panique générale s'emparent de la zone. Orto ordonne à Van de ramener tout le monde au village. Pendant qu'il distrait les autres. Le dragon, mais il ne sait pas si c'est une bonne idée. Il veut aider les aventuriers, mais il ne sait pas s'ils peuvent affronter le dragon au péril de la vie des villageois. Heureusement, Mera intervient et lui explique qu'il devrait se battre car les aventuriers ne tiendront pas longtemps, et le dragon les attaquera ensuite. Van suit son conseil et ordonne à Orto et à sa bande de se rapprocher du village afin qu'ils puissent abattre le dragon avec leurs balistes. Pendant ce temps, Mera prend les choses en main et ordonne aux villageois de se mettre à couvert derrière les balistes, tout en demandant à quelqu'un de prendre retourne au village. Auparavant, Van va voir Ar et s'excuse de l'avoir exposé à cette situation dangereuse. Car ils affrontent un dragon de niveau intermédiaire, ce qui est assez puissant. Il la rassure en lui disant qu'avec Mera à leur tête, ils seront tranquilles. Et leurs armes puissantes, ils ne seront pas vaincus par le lézard ailé, et Ar lui souhaite bonne chance. Van ordonne. A-t-il deux? Il ramène Ar au village et lui dit d'appeler Dé et ses hommes sur le chemin du retour. Au même moment, le groupe d'Orto se précipitant vers la porte de la forteresse, Van ordonne à tous de viser d'abord les ailes du dragon afin qu'il puisse vaincre le dragon pendant qu'il est au sol. Soudain, un des amis d'Orto trébuche et tombe, le dragon juste derrière. Fatih tente de distraire le dragon en frappant avec son bouclier. Et quand cela ne fonctionne pas, il brandit son poignard vers le dragon, ce qui détourna son attention vers lui. Fatih s'enfuit à toutes jambes pour échapper à la bête. Alors que son groupe se dirige droit vers la porte au lieu de lui venir en aide, il panique en voyant que tout le monde l'abandonne. Orto lui explique qu'il est le plus rapide du groupe et qu'il a donc des chances de revenir vivant. Van se propose alors pour l'aider. Fatih, avant de devenir le repas du dragon, ordonne aux villageois de tirer. Le dragon esquive facilement les carreaux d'arbalète. Les villageois tirent dans sa direction et Van comprend qu'ils sont désavantagés. Soudain, Mera dit. Tout le monde doit partir, immobilisant le dragon. Alors qu'elle se tient sur le mur de la forteresse, prête à attaquer, Van. Elle se rend compte qu'elle est une mage élémentaire de haut niveau, ce qui explique pourquoi elle a accédé au titre de noble à un tel âge.
dès son plus jeune âge. Il a hâte de voir quel genre de magie elle peut utiliser, et Mera crée une boule de feu dans Ski. Elle tire sur le dragon. Le dragon n'est pas assez rapide pour l'esquiver, et le coup de Mera le fait s'écraser au sol. Tous sont stupéfaits par la puissance de feu de Mera, mais le dragon n'est pas encore mort. Van, encore plus furieux qu'avant, réalise qu'un dragon est bien plus fort que des lézards cuirassés. Qu'ils ne peuvent pas le vaincre. À ce rythme, il ordonne à tous de tirer sur le dragon dès qu'il sera en l'air. Mais la plupart des carreaux manquent leur cible. Heureusement, ils ont réussi à endommager ses ailes, l'empêchant de voler, et Van pense que la bataille sera bien plus facile. C'est plus facile maintenant. Cependant, le dragon est aussi rapide et agile sur ses pattes que dans ses ailes, et il charge vers le forteresse, esquivant la seconde salve des balistes. Pendant ce temps, les aventuriers ont atteint la portée. Une fois à l'intérieur, Van décide de fermer le portail. Soudain, le dragon se met à s'approcher d'eux. Lui et Mera immédiatement. Elle l'attaque avec son javelot de feu. Le dragon l'esquive, mais Mera courbe son attaque et la fait atteindre le monstre de plein fouet. Derrière cela, il projette à nouveau le dragon au sol et provoque une énorme explosion, mais cela ne suffit pas à. Il faut le vaincre. Mera saute à terre et lui dit qu'ils doivent rentrer et se préparer à un combat plus intense. Van obéit à ses ordres et dit aux villageois de rentrer eux aussi. Pendant ce temps, le feu consume les blessures du dragon. Des ailes, et dans sa rage, il saute sur le mur de la forteresse et écrase une baliste. Van se demande comment il a encore tant d'énergie quand soudain, Esparta se met à marcher vers le dragon. Van lui dit de revenir, mais le vieux. Le majordome demande la permission de retenir le dragon un instant avant son retour. Esparta crée une gigantesque vague de roches au-dessus. La tête du dragon, puis la fait tomber. Le dragon subit une commotion cérébrale avant d'être enseveli sous les rochers. Esparta retourne tranquillement sur ses pas, disant à Van que cela leur donnera assez de temps. Van ordonne au vieux fermier Dora de s'enfuir. K propose de marcher, mais Esparta répond qu'il est vieux et ne peut donc pas courir. K décide de rester avec lui et demande à Van de rentrer. Tout d'abord, alors que Van se dirige vers la porte du village, il comprend qu'ils doivent agir avant que le dragon ne reprenne ses esprits. Il reprend conscience et attaque le village. Il aperçoit Mera debout en haut du mur du village et décide de l'emmener. Il lui dit qu'il va maintenant lui rendre service et Mera est ravie. Van dit. Elle devra clouer le dragon au sol dès qu'il atteindra le village, et ensuite tout le monde pourra l'attaquer avec les vieilles armes modélisées balisti. Mera accepte son plan et juste à ce moment-là, le dragon se relève. Van pense qu'ils ont besoin de plus de temps pour charger correctement les balistes et juste à ce moment-là, Dé arrive en courant avec ses hommes. Il charge droit sur le dragon, en disant. Van n'a pas à s'inquiéter pour eux car il possède du matériel fabriqué par lui. Dé attaque directement le dragon avec son épée. Mais il bloque l'attaque et balance sa queue pour le mettre hors de combat. Les autres chevaliers parviennent tant bien que mal à la bloquer, mais tous. 3 d'entre eux sont mis à terre. Le dragon est furieux contre eux, mais Esparta utilise une autre gigantesque attaque de terre. Dé ordonne à ses hommes de battre en retraite, et le dragon se relève rapidement de derrière les décombres. Van pense que c'est. Il est temps d'en finir avec ce combat, et il ordonne à Mera d'attaquer. Elle crée aussitôt la plus puissante boule de feu qu'elle ait jamais lancée. Il lance une boîte de conserve et frappe le dragon avec, provoquant une explosion gigantesque. Dé et ses hommes échappent de justesse à une mort certaine. Des tirs amis se produisaient, entendant le dragon hurler de douleur, Van ordonne aux villageois de tirer. Une pluie de puissants projectiles s'abat alors. Les flèches finissent par abattre le dragon, mais Dé entre pour vérifier par précaution. Le dragon est en fait immobile. Vivante et puisant dans ses dernières forces, elle se jette en avant pour le mordre. Esquive cette attaque par. Se décalant sur le côté, il tranche net la tête du dragon avec sa grande épée. Van annonce qu'il a gagné et tout le village se met à l'acclamer.
À ce moment-là, Arétil arrive pour prendre de ses nouvelles et de celles de Mera. Elle arrive également. Elle félicite Van d'avoir terrassé un dragon et il répond que le combat était serré. Elle lui dit que il s'agit néanmoins d'un grand exploit, car des villages ordinaires seraient rayés de la surface de la terre si un dragon ne les a jamais attaqués. Elle dit que ce village a des héros comme Esparta et des. Mais plus encore. Plus important encore, il possède des armes assez puissants pour percer les écailles d'un dragon. Van n'est toujours pas satisfait et décide d'améliorer le. Ils utilisent des balistes pour pouvoir tirer 10 salves consécutives. Mera explique à Van qu'ils doivent maîtriser un dragon. La cérémonie du sacrifice du dragon a lieu maintenant car vaincre un dragon est un exploit considérable. En effet, le tueur de dragon est considéré comme le plus honorable. Un titre qu'un guerrier peut obtenir. Et dans ce combat, Dé a mérité ce titre en terrassant le dragon. Bientôt, Van. Il commence la cérémonie en l'honneur des personnes qui ont le plus contribué au combat, et il laisse Mera sans. Chargée parce qu'elle. Mera le sait mieux que quiconque. Elle explique aux villageois que la plupart des villages, voire des villes, auraient été entièrement détruits si un dragon les attaquait un jour. Mais ce village a réussi à le vaincre sans aucune perte. Elle dit que le plus. Parmi les précieux contributeurs à ce combat figure Dé, le chevalier héroïque qui a décapité un dragon d'un seul coup. Et Esparta, le génie. Le mage qui immobilisa le dragon sans effort, et Van, qui fabriqua les armes qui permirent de terrasser le dragon, comme. Mera voit Van, timide et ravi des compliments qu'il reçoit. Elle se souvient d'avoir rencontré des personnes de tous horizons de la vie, mais elle n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Mera était née dans une famille de chevaliers de la capitale royale. Mais une fois, son don pour la magie du feu fut découvert, et sa famille la vendit en quelque sorte à une famille noble qui paya le prix. Fort. Elle gagna la majeure partie de sa vie. Elle s'entraîna rigoureusement et devint chevalier commandeur à l'âge de 16 ans. Après quoi elle acquit une grande renommée. Elle remporta diverses batailles, ce qui lui valut le titre de comtesse victorieuse. Un jour, le comte Ferdinand la convoqua pour escorter Ar, qui devait épouser un noble d'un village lointain. Mera trouvait cela excessif, car une simple rencontre par courriel aurait suffi. Cependant, le comte, tout comme mon manager, insistait pour que Mera se rende en personne à Van et dans son village. Mera a raconté à. Elle avait peur que si le garçon qu'elles allaient rencontrer s'avérait être un raté, elle le rejette pour elle. Mais la jeune fille avait d'autres préoccupations. Elle a demandé à Mera si elle était chassée de sa famille parce qu'elle était inutile. Et le Maman Knight a répondu que tous ses frères et sœurs avaient déjà un fiancé, il était donc temps pour elle aussi d'en avoir un. Elle avait développé une certaine tendresse pour Ar, qui quittait la maison très jeune, tout comme elle. Heureusement, Van s'est avéré être l'homme le plus extraordinaire qu'elle ait jamais vu, et elle est heureuse car l'épouse. Soudain, Mera s'avance et déclare qu'elle compte s'allier à Van. Tout le monde est sous le choc et Mera annonce à Van qu'il ne reçoit actuellement aucun soutien de son père, il peut donc utiliser cette alliance pour obtenir le sien. De plus, il n'aura plus à s'inquiéter d'une éventuelle attaque de l'armée du comte Ferdin. Mera annonce à Van que bientôt, toute l'armée sera là. Le royaume saura qu'ils sont des amis proches et personne n'osera s'en prendre à lui. Van se rend compte que c'est une opportunité. L'offre est trop belle pour la refuser, et il accepte avec joie de former une alliance avec Mera. Le lendemain, Van discute de l'avenir du village avec Esparta, qui lui dit que les solides murs de la forteresse qu'il a construits ont rempli leur rôle lors de la bataille contre le dragon sauvage, et maintenant il devrait se concentrer sur l'aménagement du village. Van est d'accord avec lui. Et il se souvient qu'Esparta voulait qu'il construise une ville pouvant accueillir 10 000 personnes à l'avenir. Esparta confirme et déclare qu'il devrait commencer à chercher de nouveaux résidents pour augmenter la population de leur village et le transformer en ville. À ce moment précis, il entre dans le bureau pour annoncer à Van que les frères marchands Bell et Rango sont arrivés, accompagnés d'autres marchands de leur compagnie. Van est ravi de les rencontrer et décide de leur vendre le matériau
provenant du dragon de la forêt. D'abord, ils abordent directement l'urbanisme. Ils se rendent à l'entrepôt où sont stockées les matières premières récoltées dans le Van garde des dragons et demande au frère combien il peut en tirer. Ils lui disent qu'une grande forêt. Ce dragon est assez rare et précieux, et de plus, il a des écailles. Ses griffes et ses yeux sont en très bon état. On dit que même avec une approche prudente, il peut obtenir 100 pièces de platine, ce qui suffit à faire de lui un millionnaire, même en le monde réel. Pendant ce temps, les marchands les plus âgés examinent attentivement la carcasse du dragon, puis commencent. Ils murmurent leur stratégie à voix basse. Van s'approche et leur demande leur avis. Ils se frottent les mains. Ils lui demandent de leur vendre toutes les parties du dragon car ils ne trouvent pas de meilleurs partenaires commerciaux qu'eux. Dites-lui qu'ils lui offriront le prix le plus élevé possible et qu'il recevra 60 pièces de platine. Des pièces pour tout. C'est assez peu comparé à ce qu'il a appris des frères, et il décide de leur parler. À nouveau avant de faire sa contre-déclaration. Les marchands les plus âgés paniquent à ce sujet car les frères ne sont toujours pas. Les marchands expérimentés les apprécient et peuvent commettre des erreurs. Ils prennent les frères au piège, leur ordonnant de jouer le jeu parce qu'ils travaillent pour la même entreprise et ils devraient essayer de tirer le maximum de profit possible de ce gamin ignorant. Les frères rétorquent qu'en bons commerçants, ils devraient proposer un prix équitable. Mais les anciens leur disent de prendre leur argent. L'honnêteté, on leur en fout là où je pense. Ils sont persuadés qu'aucun autre commerçant ne viendra s'installer ici, et Van. Il n'aura d'autre choix que de vendre ses articles au prix qu'il demande. Van les entend clairement et il est sûr. Le point 2. Il voulut en parler aux marchands les plus âgés, mais les frères le devancèrent. Ils déclarèrent fièrement qu'ils comptaient faire. Ils font preuve d'honnêteté envers tous car ils croient que cela leur apportera un meilleur retour sur investissement à long terme, et ils le sont. Ils sont convaincus qu'être honnête avec Van est la meilleure chose à faire. Les commerçants les plus anciens sont mécontents de cette attitude. Et ils maudissent les débutants en menaçant de les expulser de la prestigieuse chambre de commerce de Marie. Pour ne pas avoir fait le. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Les deux profiteurs s'en vont avec ça et Van demande aux frères s'ils vont. Ils craignent vraiment d'être licenciés de l'entreprise. Ils affirment croire que la direction prendra probablement le parti des commerçants expérimentés plutôt que celui des nouveaux venus comme eux. Cela signifie qu'ils vont perdre beaucoup de crédibilité. Van leur suggère de créer leur propre société commerciale. Au lieu de cela, ils paniquent tous les deux en entendant cela. Ils expliquent à Van que créer une société commerciale n'est pas chose facile. Et ils doivent franchir 3 étapes importantes pour cela. Premièrement, ils doivent payer les frais d'inscription à la guilde des marchands et ensuite, ils doivent avoir leur propre boutique. Ce sont les parties faciles, mais la 3e étape consiste à obtenir un parrainage d'un noble titré. Van ne connaît qu'un seul noble titré qui puisse l'aider et il se rend immédiatement chez maman Mera avec la demande. Elle accepte de soutenir les frères sans perdre une seconde et Van lui demande d'y réfléchir à 2 fois. Parce qu'elle pourrait avoir des problèmes avec la chambre de commerce de Marie, soutenue par la famille royale. Mera répond qu'une gigantesque société commerciale ne se souciera probablement pas du fait qu'un petit noble soutienne une entreprise de 2 personnes. De plus, elle souhaite faire des choses qui la mettent en valeur. Et avec cet incident, elle veut que les gens. Elle sait comment elle a aidé 2 honnêtes commerçants à créer une entreprise. Van suggère rapidement que si elle veut que les gens parlent d'eux, elle peut ainsi s'attribuer le mérite d'avoir terrassé le dragon, car de cette façon, sa famille ne le découvrira pas non plus. Mera répond. Tuer un dragon est un événement majeur et des personnes mèneront des enquêtes indépendantes pour vérifier cette affirmation. Leur enquête. Cela le mènera à Van aider, il ne pourra donc pas empêcher sa famille de savoir qu'il est responsable d'avoir tué le dragon. Cela anéantit les espoirs de Van, qui craint que sa famille ne le convoque et ne confie le village à quelqu'un d'autre. Mera. Elle lui dit que le seul moyen d'éviter cela est d'obtenir un titre. Elle explique que tous les nobles en possèdent un.
Un titre qu'ils peuvent hériter ou obtenir à la sueur de leur front. Elle affirme que, partant de son titre de chevalier, elle a dû prendre la voie la plus longue, certes, mais comme Van est le fils d'un chanoine, il peut facilement obtenir le titre de baron du roi. Il ne comprend pas comment cela est possible. Et Mera lui dit de s'attribuer la gloire d'avoir terrassé le dragon lui. Même, car cela suffit pour lui obtenir un titre de noblesse. Van panique en entendant cela car il ne souhaite pas être au centre de l'attention. Elle a de l'influence. Mais Mera lui explique que c'est la seule solution. Elle comprend aussi ses inquiétudes, car elle aussi, lorsqu'elle a obtenu un titre, elle s'est aussi fait de nombreux ennemis, mais elle les a simplement réduits en cendres comme la bosse qu'elle est. Ordonne à Van de tirer avec ses balistes sur les ennemis qui tentent de lui faire du mal, car cela les arrêtera. Coup sûr. Il le provoque ensuite. Van ne sait plus quoi faire de cette astuce de survie aussi illégale qu'efficace qu'il vient d'apprendre. Il demande à Mera si elle n'a pas besoin de la gloire d'avoir vaincu un dragon pour obtenir une promotion, mais elle laisse libre cours à ses sentiments. En entendant cela, le prédateur dit à Van qu'elle n'a pas besoin d'un enfant qui s'inquiète pour elle. Après cela, Van retourna. Elle annonce aux frères que Mera va les soutenir. Ils sont sous le choc, mais leur surprise se transforme en joie lorsqu'ils réalisent qu'ils peuvent ouvrir leur propre société commerciale. Ils achètent immédiatement les pièces de dragon à Van pour 130 pièces de platine et se préparer ensuite à le vendre dans la capitale. Cependant, ils rencontrent un problème majeur lorsqu'ils découvrent que les aînés, les marchands ont emporté les chariots, les laissant sans ressources. Les frères sont désemparés et ne savent que faire. Van propose alors de leur construire une calèche. C'est à ce moment-là que Mera arrive et leur prête ses chevaux de guerre. Sont comme des athlètes de niveau olympique parmi les autres chevaux. Pendant ce temps, les deux salauds, avides d'argent, se moquent de nous. Des frères viendront pleurer auprès d'eux, car ils n'ont plus aucun moyen de transporter leurs affaires. Soudain, Mera. Il les dépasse avec la nouvelle calèche. Les marchands prennent un instant pour assimiler ce qu'ils ont vu et ils réalisent que ses frères vont créer leur propre société commerciale avec son soutien. Peu après, Mera arrive au palais royal. Elle arrive dans la capitale et se présente devant le roi Dino, qui est ravi de la voir et lui demande si elle est là pour demander une autre. Mera lui explique qu'elle est venue demander un titre de noblesse pour son ami, et le roi est curieux d'en savoir plus. Il lui demande pourquoi son ami n'est pas là, et Mera répond qu'il protège un village lointain et qu'il ne peut donc pas venir. Mais il a déjà accompli de grandes choses, ce qui n'est que le début de son parcours. Le roi est intrigué en entendant Mera. Elle le couvre d'éloges et il lui pose des questions sur ses réalisations et son identité. Mera répond que le garçon en question est Van, le plus jeune fils du marquis Fercio, qui a vaincu un dragon de la forêt. Toute la cour s'anime de murmurer. Des commérages fusent en entendant cela, et le roi demande aussitôt s'il est un puissant mage élémentaire. Mera répond que Van, il a un don pour la production et il n'a que 8 ans. Elle commence alors à raconter à Van comment il a trouvé le village fut attaqué dès son arrivée et il vainquit les bandits avec une poignée de chevaliers aventuriers avec lui. Elle raconte aussi au roi comment Van a utilisé sa magie de production pour transformer complètement transformer un village délabré en forteresse avant d'affronter et de vaincre un dragon des forêts. Le roi trouve ces conneries plus difficiles à faire. Croire au Père Noël à l'âge adulte est plus difficile. Mais Mera a apporté une canine de dragon de la forêt. Comme preuve. Elle demande. Le roi Dino viendra voir le village de Van de ses propres yeux car, une fois qu'il l'aura vu, il fera certainement la promotion de Van et on lui donne encore plus de territoire à gouverner. Le roi apprécie également l'idée et accorde à Van le titre de baron. Mera annonce publiquement cela pour que tout le monde parle des exploits de Van, souhaitant voir à quel point les choses sont intéressantes. Il faut s'y atteler. Pendant ce temps, dans le village, Van rénove les maisons et en construit quelques autres. Pour l'agrandir. Plus fourni. Il construit également 2 hautes tours à l'extérieur du village, qui témoignent d'une civilisation
Importante et aussi. Il aide à surveiller les menaces. Il décide de déjeuner au sommet de la tour avec ses amis. Et après cela, ils observent le village d'en haut. Esparta dit à Van qu'il devrait commencer à appeler cet endroit une ville plutôt qu'un village. Il propose alors le nom Ventown. Van est furieux car il ne veut pas que son nom soit utilisé comme marque. Tout le monde pense le contraire. Ensuite, ils ont mangé un gâteau que Till a cuit, car tous les ingrédients sont maintenant prêts. Disponibles dans la boutique ouverte par les frères. C'est alors que Calm remarque des personnes debout devant le portail et Van décide d'aller voir qui est venu lui rendre visite. En ouvrant le portail, il aperçoit un groupe de personnes sales et affamées. Van cherche le village de Sedto. Il interroge Esparta à ce sujet, et celui-ci lui répond que c'était le nom d'origine du village. Même si ce n'était pas officiel. Van demande aux pauvres ce qu'ils veulent et ils lui disent qu'ils appartiennent à une. Ils vivaient dans un village voisin et devaient faire face à de lourds impôts, sans main car leur seigneur avait emmené leurs jeunes. Ils avaient entendu dire que ce village avait beaucoup changé en peu de temps. Ils étaient donc venus ici dans l'espoir d'y trouver quelque chose. Van est soulagé. Il réalise qu'ils viennent du comté de Ferdinand, avec lequel il n'entretient pas les meilleures relations. Il hésite à les accepter comme réfugiés, mais il ne veut pas abandonner des gens si désespérés. Il réfléchit un instant, puis décide de les accueillir dans son village. Il leur demande s'ils le souhaitent pour devenir ses citoyens. Et le chef du groupe demande s'il les acceptera vraiment parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer les impôts. Van leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des impôts pour le moment et qu'il va construire des maisons pour eux et veiller à ce qu'ils soient bien nourris. Les villageois se demandent si c'est le paradis sur terre. Et puis Van leur demande combien les gens vivent dans leur village. Le chef répond qu'il y a au total 300 personnes dans leur village et Van dit. Il lui dit qu'il enverra des aventuriers pour escorter tout le monde jusqu'ici. Le chef, ému en entendant cela, interroge Van. Comment pourront-ils jamais lui rendre l'appareil? Van fait mine d'être humble et dit qu'il enverra aussi des calèches. Ils apportent leurs bagages. Mais le chef du village répond qu'ils ont des vaches capables de tout transporter. La camionnette arrive. Intrigué, le chef lui explique qu'ils ont 10 vaches dans leur village car ils ont d'énormes des pâturages à proximité. Van est ravi d'apprendre cela car, avec des vaches, ils pourront créer une laiterie dans sa ville. Il peut déguster toutes sortes de produits laitiers. Peu après, Orto et ses amis escortent les villageois voisins jusqu'à la camionnette. Les habitants de la ville trouvent la décision de Van absurde. Le méchant intello aux cheveux vert leur ordonne de se taire et ils se concentrent sur leur travail. Ils se dispersent donc et commencent à réconforter les villageois. Orto choisit une femme à l'air fatiguée, qui affirme qu'elle était contre la décision de déménager dans un endroit encore plus isolé que leur village. Orto est d'accord avec elle concernant la leçon de géographie, mais l'assure ensuite que le village où elle va se rendre est le paradis. Ils arrivent bientôt dans la ville où Van a préparé un barbecue pour accueillir les fatigués et les découragés. Les réfugiés. Ils n'en croient pas leurs yeux de pouvoir manger quelque chose d'aussi délicieux et se mettent à se gaver de Vanesse. De la viande délicieuse, les larmes aux yeux. Ensuite, les réfugiés s'approchent de Van pour lui demander s'il a du travail pour eux. Ils le font parce qu'ils veulent gagner leur vie ici. Van se rend compte qu'ils ont peur qu'ils les mettent à la porte pour. Ça ne marche pas. Il leur dit qu'ils peuvent l'aider en gérant les magasins qu'il est en train d'ouvrir et aussi en travaillant dans les champs. Les villageois répondent qu'ils savent travailler la terre, mais qu'ils n'ont jamais géré d'entreprise. Van leur explique que ils peuvent laisser les choses compliquées aux personnes instruites et faire ce qu'ils peuvent. À ce moment-là, le chef du village. Il arrive sur place pour accueillir les invités et leur dit que Van a considérablement amélioré leur vie et qu'ils souhaitent désormais leur nouvelle. Des amis pour profiter eux aussi de cette vie. Les villageois sont déjà bouleversés. Mais Van n'en a pas fini. Il leur a préparé un gâteau avec le lait de leur vache. Il dit aux nouveaux arrivants que leur vie n'est que
La situation va s'améliorer à mesure qu'il transformera le village en bourg, puis en ville, et que chacun aura le sentiment de pouvoir enfin survivre après tout ce temps, c'est incroyable. Mais cette vidéo s'arrête là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.